Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir Paris. Je suis toujours accompagné de mi amigo de la noche. Là, vous voyez l'écran starting. C'est tout à fait normal. On va commencer d'ici quelques petites secondes. Hop, on gère tout ça. Hop, je vous mets un retour ici. Comment vas-tu, mon amigo de la noche? Hop, Bah écoute, ça va bien, ça va bien. ça va bien? Après ce match de merde, Effectivement, ça va. effectivement. Hop, on va tout de suite se mettre sur la canne. Je l'ai déjà préparé, vous pouvez voir dans les petits onglets. On va parler en premier chapitre de cette CAN, hein, bien sûr, avec les premiers qualifiés, les premières rencontres pour ces quarts de finale. On va vérifier si nos pronostics étaient bons aussi par rapport au dernier podcast, hein, d'où l'importance de les suivre. On va parler un petit peu actualité de mercato hivernal avec un peu des chaises musicales au niveau des entraîneurs. Puis on va parler un peu de la reprise de nos championnats. Et puis après, on va faire une petite projection sur la suite, sur la semaine prochaine, ce qui nous intéresse. Et puis on va se quitter sur ça, sur cet épisode, en tout cas, les amis. Donc, on va commencer donc par cette CAN, donc des huitièmes de finale, hein, avec des matchs qui ne sont pas encore terminés. Il nous reste encore euh, ça, hein, deux. Nigeria-Mozambique ce soir à 20 h. Donc d'ici 12 minutes, le match va commencer, hein. On avait déjà donné nos pronos par rapport à ce match-là. On avait déjà dit que le Nigeria était largement favori, qu'il devrait s'en sortir. Moi, j'ai pronostiqué un 3-1. Et Algérie-Congo, j'ai dit que ça pouvait être un match dangereux. C'est un match qu'on suivra avec attention demain à 17 h. Et on va regarder déjà les premières rencontres. Là, Égypte-Bénin vient de se finir 3-1 avec un but de Mohamed Salah pour clôturer ce match et cette qualification. Qualification difficile. On a vu que l'Égypte a marqué, ils se sont fait égaliser. Ensuite, il a fallu aller aux prolongations pour que l'Égypte, par deux fois, vienne chercher le score en première prolongation et en deuxième prolongation. Donc sur le score de 3-1, on voit au niveau des stats, 56% de possession, on voit les 11 tirs, on voit 5 cadrés, 3 buts pour nos amis égyptiens. Beaucoup de fautes dans ce match, 34 au total. Le Bénin qui a fait son maximum, petite équipe, petit poussé de ces huitièmes de finale, hein. Euh, on ne voyait pas là, qualification historique pour eux. Euh, on a vu un réalisme assez fort, hein, chez eux. 3 tirs, 2 cadrés, un but. Et ils ont fait peur quand même à cette équipe égyptienne qui, pour moi, une des déceptions de cette CAN. Je le dis ouvertement. Pour moi, de ce que je vois actuellement, ils ne méritent pas de gagner la CAN. Et pour moi, ils ne gagneront pas la CAN. Après, peut-être que, on ne sait pas, hein, mais pour moi, ils ne sont pas dans les équipes que je mettrais potentiel vainqueur de CAN à l'heure actuelle. Et pour moi, ça doit sortir en quart de finale. Et avec ce jeu-là et avec cette déception-là, à part Mohamed Salah qui marque et qui va chercher un peu son record, cette équipe propose pas assez de jeu. Elle marque, mais là, 3-1 face au Bénin, et encore c'est un score un peu logique, mais elle ne marque pas, elle ne m'impressionne pas en tout cas. Et je trouve qu'il y a aussi une errance défensive et des problèmes défensifs dans cette équipe. Et leurs défenseurs ne sont pas assez rapides. Et face à des vrais attaquants de très bon niveau qui seront, comment dire, qui auront des qualités de vitesse et d'explosivité, ça sera beaucoup plus difficile pour eux. Et quand ils vont se faire prendre au score pour une première fois, ils ont beaucoup de mal à revenir, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Astro. Bah écoute, moi l'Égypte, j'aime pas, hein. Moi, j'aime pas non plus leur jeu là, de ce qu'ils proposent. Déjà, il y a eu ce penalty un peu tronqué dans cette phase de poule. Les deux derniers matchs de poule, c'était vraiment une purge. Et là, une qualification face au Bénin, qui était la petite équipe de cette, on va dire, ce tableau éliminatoire. C'est une déception pour moi de voir l'Égypte comme ça. Les gens vont dire oui, 3-1, on va s'arrêter sur ça, sur cette belle victoire, sur le sourire, sur le... Non, honnêtement, non. Même Mohamed Salah, buteur dans cette CAN, ne m'impressionne pas du tout, quoi. Ah. On va parler un petit peu des autres résultats aussi, hein. Le premier match d'ailleurs de ces éliminatoires, c'était Sénégal qui ont affronté donc les amis. Attendez, on va le retrouver ici. C'était un score de 3-1. Ah, les trois phases de poule. Ici. Sénégal-Soudan. Donc le Soudan qui était un des petits poussés, une petite surprise, hein, de ces phases
on va dire ces phases qualificatives. Donc victoire 3-1, logique hein, du Sénégal, on s'arrête un petit peu sur le match. Donc un but rapide qui a su surprendre le Sénégal en début de rencontre de Abdallah Younis à la 6e minute. Avant un retour logique, j'ai envie de vous dire, du Sénégal qui s'est quand même fait peur avec un doublé de Pape Gueye qui a su faire revenir le Sénégal à 2-1 à la mi-temps. Et ensuite un but de la pépite parisienne Ibrahim Mbaye qui est auteur de son deuxième but déjà dans cette compétition et qui est très intéressant. Un super sub, hein, un joueur de banc qui fait des entrées spectaculaires avec des qualités de vitesse et de percussion. Et on le savait déjà pour ceux qui suivent le Paris Saint-Germain, mais là avec le Sénégal, il ne fait que confirmer. Et je le dis et je le répète depuis quelques semaines et quelques mois, ce joueur a le potentiel de mettre Barcola sur le banc et de même prendre peut-être sa place dans la hiérarchie du Paris Saint-Germain. Barcola sur le banc. Bon, honnêtement, à gauche, Gvara est le premier titulaire. On voit qu'un Désiré Doué peut jouer à gauche, à droite, donc lui aussi il peut être de la partie. Et puis ensuite, on a un Barcola qui est un peu numéro 3 bis hein, dans cette composition. Pour le moment, Dembélé est en numéro 9. On voit plus un Gvara à gauche et un Doué à droite. Donc Barcola est un peu le quatrième homme, hein, pour moi, dans la tête de Luis Enrique. Et ses entrées à la 70e ne sont pas convaincantes. On n'a pas le même Barcola que la saison dernière, donc on n'est pas encore dans la sonnette d'alarme, on n'est pas encore dans le feu rouge, mais attention, moi je dis que ce garçon peut faire bousculer une petite place dans la hiérarchie. En tout cas, je pense déjà il est au-dessus de Kang In Lee à l'heure actuelle. Kang In Lee qui pourtant a fait un début de Oui, saison très intéressant. Donc une victoire logique, hein, 7 tirs cadrés, 12 tirs au total, 67% de possession. Beaucoup de fautes, des bonnes fautes je pense. Pour avoir regardé le match, je trouve que le Sénégal n'est pas non plus le Sénégal d'avant, mais il reste néanmoins intéressant. Et puis j'avais pronostiqué cette victoire 3-1, hein. Victoire par 2 buts d'écart, j'avais dit. Alors c'est logique. Le Sénégal qui est un des favoris de cette compétition et que je vois aller, pour moi, hein, jusqu'en finale, voire peut-être être un potentiel vainqueur de cette CAN avec le Maroc et le Nigeria, qui on voit que ce côté gauche de ce tableau éliminatoire est un peu plus jouable que le côté droit en tout cas. Le Sénégal qui va d'ailleurs rencontrer le Mali, qui a éliminé la Tunisie après un long match, hein, mais une séance de tir au but, avec un gardien malien qui a été phénoménal. On va s'arrêter un petit peu sur le match. C'était pas gagné, cette qualification pour le Mali. Ils sont revenus de très très loin. On peut le voir, un rouge mérité hein, dans l'ensemble, une très grosse semelle de Koulibaly qui a été expulsé à la 26e minute. Et on a eu le Mali qui a joué à 10 contre 11 pendant 64 minutes plus le temps additionnel, donc presque 70 minutes, et qui a été cherché au bout de l'effort dans un miracle absolu, hein, parce que la Tunisie vont chercher cette qualification avec l'ouverture du score à la 88e de Chawat. Et ensuite, 8 minutes après, un petit penalty qui vient sauver le Mali, hein. C'est le seul tir cadré côté malien, un penalty. Ça a été une histoire de penalty pour eux. Ensuite, on a eu deux prolongations de 30 minutes au total où la Tunisie n'a pas réussi à conclure et à marquer. Et on a eu une séance de tir au but euh, qui a été jusqu'au bout, hein, avec des ratés des deux côtés et surtout un gardien malien qui a fait deux arrêts décisifs, les deux derniers, hein, si je ne me trompe pas, le 4 et le 5. Ça a été une qualification au forceps, hein. Ce match qu'on avait dit serré et que on n'avait pas vraiment d'équipe sortante. On avait dit un peu la Tunisie, un peu favori quand même. Les Aigles de Carthage avaient normalement les moyens de se qualifier. Mais du coup, on trouvera un Sénégal-Mali en quart de finale. Et aussi décision qui est apparue cet après-midi, la Tunisie ont décidé de virer leur sélectionneur national, Slim Trabelsi. Donc la Tunisie qui va commencer un nouveau chapitre après des déclarations lourdes aussi de Animal Mejbri, qui est un peu le phénomène actuel, et la petite pépite tunisienne hein, qui tarde à confirmer, en tout cas pour moi, hein, lui qui a joué d'ailleurs à Manchester United, a eu des déclarations très très fortes et envers ses coéquipiers et envers sa sélection. Qu'est-ce que t'en penses? Un peu pêle-mêle Astro. Je sais pas si vous voulez que je vous mette les infos dessus, mais Bah après, il a raison, hein. Au moins, on il a assumé, quoi. peut se le mettre, hein. Déclaration, Mejbri. Ouais, il a dit qu'en gros, il y avait aucune envie, quoi. Oui, oui, il a détruit publiquement sa sélection, hein, quand même. Après, il a raison.
Il a dit que sa sélection était en retard, notamment. Alors qu'est-ce qu'on a comme déclaration? Il faut vraiment qu'on travaille, qu'on reprenne tout à zéro. Bah, là, ça recommence à zéro. Déjà, ton sélectionneur est viré, j'ai envie de te dire, hein. Tout parce qu'il y a énormément de talent en Tunisie. Alors là, énormément de talent en Tunisie. Donc il y a beaucoup de potentiel, mais beaucoup de gâchés. Donc il y a un petit problème. Quand on voit l'Algérie, le Maroc et tous les pays d'Afrique progresser sauf nous, surtout, je n'ai même pas les mots par où il faut commencer. Notre mentalité, je pense. Désolé, peut-être que ça va faire le tour de la Tunisie. Ça a fait le tour du monde, mon garçon. Mais on rêve trop et on ne travaille pas assez, peut-être. Cette déclaration, elle est forte quand même, hein. On rêve trop et on ne travaille pas assez, peut-être. Déjà, si toi, tu te poses la question de tu ne travailles pas assez, peut-être, déjà, il faut peut-être se remettre en question toi, plus tes coéquipiers. Et je pense pas que tes coéquipiers vont adorer cette déclaration quand tu insinues que ils sont un peu laxistes et un peu feignants sur les entraînements, quoi. On ne se forme pas alors que ce n'est, comment dire, on ne se forme pas alors que ce n'est pas la honte d'apprendre tous les jours. Que ce soit dans le foot ou en dehors, il faut qu'on se pose des questions. Moi, le premier, ouais, au moins tu te mets, ok. Et j'espère que ça va le faire. A conclu le joueur de Burnley, quand même ancien de United, tu es à Burnley actuellement. Une intervention médiatique qui a déjà fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Alors, c'est un peu, ça se tire à balles réelles, hein, comme on peut dire, hein. Moi, je suis un peu choqué quand même par ce genre de déclaration. Honnêtement, il n'y a rien de Après, ils se comptent choquant. dedans, donc Oui, il se compte dedans, mais déjà, il pose des questions sur sa carrière. Et tu ne vas pas, après une défaite de la Tunisie, au penalty. En fait, ce qui fait vraiment mal pour eux, c'est d'avoir été à 10 contre 11, d'avoir eu les clés de ce match avec le 1-0 qualifié à la 88e. Parce que s'ils se qualifient et qu'ils restent sur un 1-0, qu'est-ce qu'on dit? On dit ouais, victoire par un petit score, qualification de la Tunisie qui va chercher le Sénégal, etc. En soi, c'est juste l'élimination et ce penalty qui a tout remis en cause. Ça a été une histoire de penalty parce qu'on a vu que c'était le seul tir cadré de ce match du côté Mali. Après, ils ont passé leur temps à défendre et j'avais vanté leur défense, leur qualité défensive au Mali. Pour moi, ils ont une très très belle défense. On avait vu que faire la face, comment dire, lors de la phase de poule, c'était sûrement la meilleure défense, voire l'une des meilleures défenses d'Afrique. Et donc, ils ont confirmé en huitième de finale en jouant leur jeu. Et en plus, à 10 contre 11, avec beaucoup de fautes, hein, et beaucoup d'engagement, ils ont quand même été chercher cette qualification forceps, hein. D'ailleurs, c'était pas passé très très loin d'une deuxième expulsion et d'un 9 contre 11. Donc, dans l'ensemble, bon, après le match n'était pas très très emballant, hein, on va pas se mentir. Mais j'aurais imaginé plus de football. Mais ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu. Et bravo aux Maliens en tout cas pour leur qualification. Mais moi, ce genre de déclaration, j'ai un peu de mal. Déjà, qui est-il pour se permettre une déclaration comme ça à balles réelles? Et tu sais que tu vas faire virer des gens, tu sais que tu vas poser des problèmes dans ton vestiaire, tu n'es pas capitaine de l'équipe, tu es considéré un peu comme la star, un peu la pépite et tout, mais tu ne confirmes pas non plus avec United, quoi. Donc, moi, j'ai un peu de mal avec ce genre de déclaration. En soi, tu serais capitaine de l'équipe, tu serais ouais. tu peux être le leader technique, hein, mais si tu es le capitaine, vraiment le joueur le plus important de l'équipe, je peux comprendre une déclaration forte. Mais en ce moment, on est sur des déclarations quand même. Et on va le voir sur la suite, hein. On va voir quelques petites surprises et quelques chaises musicales dans le chapitrage. Vous pouvez le voir déjà un peu au-dessus, hein. Mais on va parler tout à l'heure de United et de Amorim. Lui aussi, hein, auteur de déclarations très très choc. Des déclarations qui, moi, m'ont fait réagir aussi. Et on peut comprendre. Et si on veut parler encore de déclarations fumantes dans cette période hivernale, la petite jeune pépite du Bayern, Lennart Karl, qui se fait incendier, qui se fait fumer par le Bayern Munich après sa déclaration, où il dit qu'en gros il est très heureux d'être au Bayern, tout ça, mais que son rêve c'est de jouer au Real Madrid. Et la direction munichoise n'a pas apprécié du tout, et sont venus taper sur le gamin, qui était d'ailleurs prometteur à un grand avenir. Alors, on va en discuter, ça sera un petit sujet vers la fin, mais on va continuer sur cette canne. Mais voilà un peu le fil rouge de ce podcast en tout cas. Donc, est-ce que tu as un petit mot sur ce Mali-Tunisie, cette histoire de penalty, etc. En plus, on a regardé le match ensemble. Bah, les deux équipes elles sont à chier, on va dire. Donc, désolé hein, pour tous les Tunisiens et les Maliens, mais Alors moi, j'ai trouvé le Mali je pas me mal, suis en fait tout cas, chier. avec les qualités défensives, j'ai trouvé que c'était pas mal. Pour avoir tenu De toute quand façon, même pour l'instant, à plus cette CAN, il n'y a pas vraiment de match pas vraiment de qui m'ont match et fait pas lever vraiment de ma d'équipe. chaise.
À Ah, part le Nigeria qui sont pas mal, le reste, Maroc, bien évidemment. Nigeria, qu'on rappelle, qui va, là, à l'heure actuelle où on se parle, jouer son huitième de finale. Le coup Ah, d'envoi va se voilà, faire d'ici ok. quelques instants. Donc, est-ce qu'ils vont se qualifier? Ça sera un peu le. Si jamais il y a un but, je vous le dis aussi en direct. Pour ceux qui sont Est-ce sur qu'ils vont Twitch se et qui nous suivent en qualifier? live. Donc là, on est actuellement en live. Il est à peu près 20 h, hein, pour pas vous mentir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre tous les lundis, podcast entre 19 h et 20 h sur la chaîne Twitch. Et les podcasts sont à retrouver dans le Just Chatting, dans la catégorie de la chaîne. Et les meilleurs podcasts sont à retrouver sur YouTube. Donc, selon là où vous le voyez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à venir sur Twitch J'ai vu si vous d'ailleurs. voulez du direct. T'as vu les briefs d'hier? Avec PSG Paris FC. Mon petit gameplay Valo derrière. C'était pas. Alors, on s'arrête sur ce Mali-Tunisie. Après, Ouais, rien on à va dire venir, pour ça. on va y revenir vite fait avec le Sénégal-Mali, hein, pour l'écart. Maroc-Tanzanie. Alors, Maroc, que j'avais annoncé pas si facile. Toi, tu m'avais vendu que le Maroc allait gagner 3-1, grosse victoire Non, j'avais contre dit que l'équipe. le Maroc allait Même rouler sur la 4-1. Ouais, Tanzanie. ouais, t'as dit qu'ils allaient rouler sur. Toi, t'assumes tes Ils propos, ont moi. roulé sur la Tanzanie. Ils ont roulé sur la Tanzanie En termes de jeu. en termes de Pas en possession, en termes de termes de but. jeu, mais 3 tirs cadrés, c'est quand même assez léger. Et c'est Brahim Diaz, toujours l'homme de cette compétition, côté marocain, qui est en pétard, hein, absolu, hein. Il va falloir vraiment commencer à poser ses yeux dessus. Et moi, je serais Brahim. Franchement, je me poserais la question d'aller ailleurs qu'au Real et d'aller chercher un club peut-être intermédiaire, mais d'être vraiment le porteur de ballon, le vrai joueur, le vrai milieu de terrain, numéro 10 d'une équipe, quoi. Ça serait tellement emballant de le revoir peut-être sur un retour à Milan, peut-être à Porto, qui fait une bonne saison, peut-être à, je sais pas, en À Angleterre, tu Milan, ça vois. peut être pas mal. Et où? À Milan, ça peut être pas mal. Oui, à Milan, un retour en plus, tu vois, lui qui a déjà joué là-bas. La S Roma peut-être, des clubs un peu comme ça. Naples, au Napoli avec Kevin De Bruyne, ça serait excitant. United, c'est un peu un bourbier. City, c'est compliqué. Il y a déjà Cherki en meneur de jeu. Liverpool, ça serait emballant, sachant qu'un Florian Wirtz, moi, me convainc pas du tout. Non, Liverpool, non. Euh, Bayern, je vois pas que c'est un jeu pour la Bundesliga. Non, AC Milan, hein. AC Milan, ouais, franchement, Parfait, hein. l'année prochaine, peut-être En être plus, il vexé. retrouve Retour, Modric. et retrouve Modric. Ça ferait un beau petit milieu, un Leao à servir et tout. Franchement, moins de pression, plus de titularisation et même pourquoi pas cet hiver, ça pourrait l'aider pour peut-être avoir plus de niveau encore pour cette Coupe du Monde qui arrive en juin, juillet, hein, bien sûr. On rappelle, hein, cet été, ça sera notre fil rouge, hein, et on va en parler de cette Coupe du Monde 2026 qui se partage entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, où le Maroc sera à suivre, hein, d'ailleurs, avec j'espère, un très bon Brahim Diaz et un Achraf Hakimi en pétard, Et j'espère, avec hein, une finale pour le Maroc, bien évidemment. ouf, là tu t'emballes un peu, mais. Finale France-Maroc, les amis. Et du coup, la France n'ira pas en finale. Déjà, il y a plus de chances Ouais, pour moi de voir le ouais. Maroc aller en finale que la France. Je suis désolé, hein, mais c'est un des favoris. Mais quand je vois le jeu de la France, je suis Ouah, pas des convaincu. favoris. Je suis pas convaincu par la France de Didier Deschamps. Je le répète. Il faudra pas m'en vouloir pour ça, mais bon, c'est un hors-sujet. Donc, victoire un peu logique, mais bravo à la Tanzanie quand même qui a été très intéressant dans cette CAN et qui a fait une très bonne CAN et qui peuvent sortir la tête haute, hein, avec une petite défaite 1-0 en huitième. Eux qui n'étaient pas destinés à être là, hein, et ils sont sortis quand même d'un groupe difficile. Donc bravo à la Tanzanie pour cette compétition et puis le Maroc, hein, on va voir son prochain adversaire tout de suite après dans la prochaine rencontre, mais on peut leur souhaiter que d'aller le plus loin possible dans leur CAN. Déjà un quart de finale, c'est déjà très très bien. Bah non, le Alors Maroc, on a ça, déjà leur adversaire. oui, on a déjà leur adversaire, c'est pour ça que j'ai dit que j'allais y venir. Mais en soi, Non, est-ce que pas pour une toi, si le finale. Maroc sort en quart, c'est déjà une belle canne? Ou est-ce qu'on parle d'une déception s'il ne la gagne pas? Alors, Moi, ça c'est j'attends la au vraie moins un question, ça. demi, hein. Demi. Demi, je serais content. Car, contre le Cameroun en plus. Eh oui. Flemme. Et on va voir ça le 9 janvier, hein, d'ici 4 jours. Donc pour le moment, on va regarder, hein, tout de suite le match de l'adversaire du Maroc, le Cameroun, qui sont qualifiés face à l'Afrique du Sud 2-1. Ils ont marqué indirectement, ils ont mis les 2-0, ils se sont fait revenir vers la fin. Mais en termes de jeu, on a quand même vu que l'Afrique du Sud a dominé, a eu la possession, a tiré 15 fois, très peu de tirs cadrés, deux seuls tirs cadrés et un but. Et on a vu un Cameroun qui a été clinique, hein. Trois tirs cadrés, deux buts.
te laisse parler un peu de cette rencontre, toi qui as regardé en plus ce match. Je reviens tout de suite, les Ouais, amis. match un peu à chier aussi, hein. Je vais dire ça un peu pour tous les matchs, mais bon, c'était la vérité. L'Afrique du Sud, pour moi, il devait gagner. Et ouais, le Cameroun, c'est fort, mais c'est. Après, ils peuvent battre le Maroc. Ça, je Ouais, dis un pas. Brian Mbeumo qui est toujours aussi intéressant, qui n'a pas encore vraiment marqué dans cette compétition, qui n'a pas marqué d'ailleurs dans cette compétition, mais Non, qui fait marquer, qui libère des espaces pour son équipe. La star camerounaise, hein, qui d'ailleurs à United est un des sauveurs de ce début de saison. On voit son manque en plus actuel avec United, il manque vraiment à United. Donc, le Cameroun a des armes à faire valoir, ouais, ils et on peuvent sait que c'est battre une le équipe, Maroc, oui, ils peuvent mais battre le Maroc. Surtout que moi, que le c'est un Maroc peu. 1-0, Voilà là, c'est quoi. un peu. Après, Après, on a perdu Unai. Ça, faut le dire quand même. ouais, Unai qui s'est blessé à l'entraînement, qui n'a pas joué Et le match il est face à la important quand Tanzanie, même. et qui sera indisponible tout le reste de la CAN. Blessure qui va le mettre sur le banc quasiment un mois et demi, hein, 6 semaines. Blessure au genou. C'est un peu le point central du milieu quand même. Donc, Après, ils ont quand même d'autres qualités au milieu, hein, même si c'est la qualité de relance et la qualité de passe, c'est Unai, oui, on va pas se mentir. L'Afrique du Sud, est-ce que c'est une déception? Après, on savait qu'il allait avoir au moins une grosse tête qui allait sortir dans ce match-là. L'Afrique du Sud qui a fait un parcours mitigé, j'ai envie de dire. Après, je pense qu'ils n'ont pas tout à remettre, hein, en question. Euh, ouais, ils ont bien joué. à voir sur la prochaine CAN, hein, honnêtement. Et après, ils ont eu un tirage difficile, hein, face au Cameroun. Le Cameroun qui est sorti du groupe de la mort avec, hein, bien sûr, la Côte d'Ivoire et le Gabon, et qui là continue son chemin et qui va retrouver le Maroc. Parcours pas facile, hein, de cette CAN pour on va dire la sélection de Samuel Eto'o, hein, donc je ne sais pas moi, ce Cameroun-Maroc, les deux équipes peuvent sortir, etc. Ils Ouais. peuvent y aller et un gros va encore tomber, hein, on voit. Pour moi, là, c'est clairement un match entre un favori, le Maroc, qui sont chez eux, et un des outsiders de cette compétition, le Cameroun. Le Maroc a l'avantage quand même de jouer chez eux, donc j'espère que le public sera là sur ce match-là. En tout cas, il va falloir une mobilisation marocaine, hein, pour aller chercher ces demi-finales. Moi, j'y crois. Ça va être difficile, hein, parce qu'ils ont été gâtés quand même par des blessures tout au long de la compétition. Achraf Hakimi qui est encore un peu léger, il revient bien, fait des bons matchs, on voit toujours de la qualité chez lui, hein. Mais attention à pas se répéter. On voit la blessure de Unai, on a vu la blessure dès le premier match de leur capitaine Romain Saïs, qui est un des points importants de cette défense centrale. Donc ils ont perdu quand même pas mal de joueurs, nos amis marocains. Donc match qui sera à suivre et qui va être toutefois intéressant. Ce vendredi 9 janvier à 20 h, hein, après le Mali-Sénégal qu'on retrouvera à 17 h. On voit aussi que de l'autre côté, on ne sait pas encore tout, parce qu'on attend le Algérie-Congo de demain de 17 h. Et on attend du coup le tableau final. Je crois que c'est le Nigeria du coup qui affronte actuellement la Mozambique, qui aura l'adversaire en fait de l'Algérie Congo. Et ensuite, en demi-finale, le Maroc ou le Cameroun retrouvera une de ces quatre équipes entre le Nigeria, la Mozambique, l'Algérie et le Congo. Donc après, le Nigeria n'est pas encore qualifié, hein, le match vient de commencer. Moi, j'ai dit que c'était mon favori cette compétition. Je les vois aller très très loin. On espère Pareil, tous un hein, ouais. Nigeria-Algérie. Mais moi, je dis que le Congo a possibilité de sortir l'Algérie. On verra. C'est un peu la surprise de demain. Moi, je reste sur le pronostic de Nigeria vainqueur 3-1 face à la Mozambique. Et Algérie-Congo, moi, je mets quand même une petite piécette. Et je suis. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je mets une petite piécette sur le Congo qui élimine l'Algérie 2-1. Ah oui. Oui, je prends des risques, cher ami. Même si on veut tous voir un Algérie-Nigeria et un Algérie-Maroc, hein, c'est pas ça le problème. Mais attention. Attention au Congo, qui est une équipe intéressante, qui, moi, m'a un peu surpris quand même face au Sénégal. Je voyais le Sénégal plus fort qu'eux. Et honnêtement, ce 1-1, et on a vu le Congo qui aurait pu même gagner, hein, ça m'aurait pas choqué. C'est eux qui ont un peu pris le lead du match face au Sénégal. En tout cas, ils ont été plus intéressants pour moi que le Sénégal. Donc, à ce match-là, Nigeria-Mozambique, que je suis en train de regarder aussi, les amis. Donc, si je mets des petits coups d'œil à droite, etc., vous comprenez que c'est que je regarde le match et je vous donne le score en direct, les actions, etc. J'ai le match en fond. Voilà, les amis.
Et du coup, on va parler de la dernière rencontre qui a eu lieu pour le moment sur ces huitièmes de finale avant qu'on ait la conclusion des trois derniers matchs, hein, avec la Côte d'Ivoire, Burkina Faso qui sera, on va le voir, hein, l'adversaire potentiel de l'Égypte qui s'est qualifié un petit peu avant le live qu'on a pu regarder ici. 120 minutes au bout du suspense, un match qui a été jusqu'aux prolongations et une victoire de l'Égypte de 3-1. On en a parlé un petit peu en début de CAN, en début de chapitrage. On va pas revenir sur ce match-là, mais l'Égypte qui sera du coup face au Burkina ou la Côte d'Ivoire qui est l'ancien vainqueur de la dernière CAN, qui est le champion en titre. Et là, plus on voit les matchs avancer, plus je me dis que la Côte d'Ivoire a une chance de faire le back-to-back. Non, je I- pense pas. Ils ont fait un match difficile face au Gabon. Ils étaient menés 2-0. Le Gabon qui était déjà d'ores et déjà éliminé. C'était l'équipe B en plus de la Côte d'Ivoire. Ils ont su montrer des qualités de caractère et de mental et revenir de très très loin. Ils ont un très bon sélectionneur. Ils ont un groupe qui n'ont pas trop bougé. Et malgré qu'ils se sont séparés de Nicolas Pepe, ils ont eu la blessure de Sébastien Haller, qui a eu l'arrivée de Evan Guessant qui est arrivé très très tard, etc. Je les trouve très très bien. Ils se sont qualifiés premiers de leur groupe. Ils affrontent le Burkina. On verra le match demain 20h. Mais une qualification face au Burkina, un Égypte-Côte d'Ivoire. De ce que j'ai vu de l'Égypte cet après-midi, je suis désolé, la Côte d'Ivoire va au moins chercher une demi-finale. Et la demi-finale, ça sera du coup face au vainqueur de Sénégal-Mali. Et bah, moi, je l'ai dit hein, dans mon premier podcast et je reste là-dessus. Je vois un Sénégal-Côte d'Ivoire en demi et tout est possible. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais pour moi, tout est possible. Sur un Faire le Sénégal-Côte d'Ivoire, back-to-back, je pense pas, hein, parce s'ils éliminent le Sénégal, après, peut-être qu'on aura des surprises, hein, peut-être pas le Mali qui élimine le Sénégal, je ne sais pas. Mais si on a un Sénégal-Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire sort le Sénégal et qu'ils vont chercher la finale, ils seront sortis peut-être on va dire de la phase de tableau la plus facile. Et moi, ça me choquerait pas qu'ils remportent ce back-to-back sur un match, que ça soit le contre Nigeria le en finale, Nigeria que quand ça même. soit le Maroc, que ça soit l'Algérie, hein, ces équipes qui peuvent être, même peut-être le Cameroun. L'équipe qui affrontera du coup la Côte d'Ivoire ou le Sénégal en finale, moi je sais pas encore qui te dire qu'il va gagner cette CAN. Côte On va en d'Ivoire, parler. Nigeria, voilà quoi. Si tu arrives en finale. Après, le Nigeria peut se faire sortir peut-être par ce soir face à la Mozambique, peut-être face à l'Algérie, le Bon, Congo. Dans le si c'est football, tout est ça. possible. Ah, c'est ça, imagine la Mozambique qui se qualifie, qui affronte l'Algérie, l'Algérie qui affronte le Maroc, et après l'un des vainqueurs qui affronte le vainqueur de Sénégal, Côte d'Ivoire, quoi. On ne sait pas. Tout peut se passer dans cette CAN. Donc, n'hésitez pas à marquer en commentaire votre vainqueur de CAN, vos favoris, et qui vous voyez sortir en finale de chaque côté du tableau. Moi, je vois le Sénégal depuis le début qui, pour moi, ira en finale, mais ça peut être la Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté, on voit le Maroc et le Cameroun un peu se détacher. Là, on va voir ce soir ce que le Nigeria vaut. On va voir l'Algérie-Congo demain. Attention, attention. Mais bon, Côte d'Ivoire, je pense pas quand même. Donc là, on va terminer cette CAN. On a toujours le match en live du Nigeria-Mozambique. S'il y a jamais il se passe quelque chose, je vous préviens. Et demain, donc, on va regarder tout de suite la projection Algérie-Congo et Côte d'Ivoire-Burkina Faso. On va terminer par l'Algérie, par nos amis algériens. Côte d'Ivoire-Burkina Faso, t'en penses quoi, toi? Bah, Côte d'Ivoire quand même, je pense. Est-ce que le Burkina peut aller chercher une petite surprise? Oh, ils peuvent, hein. Je serais pas choqué, mais Côte d'Ivoire quand Moi, ce que je serais très choqué, c'est que le Burkina se qualifie. On nous offre un Égypte-Burkina qui sera peut-être pas aussi savoureux qu'un Égypte-Côte d'Ivoire. Moi, je suis désolé, j'ai plus intérêt à regarder Égypte-Côte d'Ivoire qu'un Égypte-Burkina, hein. Et le Burkina, ils peuvent sortir, on leur dira que c'était une très belle CAN avec une qualification dans un groupe qui était difficile avec la Guinée équatoriale et l'Algérie et le Soudan. Le Soudan qui a été l'équipe surprise hein, de cette compétition. Donc, je sais pas, j'espère en tout cas que le meilleur gagne, mais j'espère un Côte d'Ivoire-Égypte. On en parlera lors du prochain podcast. Et puis pour notre Algérie-Congo, est-ce qu'on se met les compos? Est-ce qu'on se met on regarde les joueurs phares? On sait tous qu'il y a un Riyad Mahrez d'un Algérie, côté, il y a Congo, je Cédric vois Bac. l'Algérie perso. Moi, je vois une petite surprise du Congo. Je me dis, il y aura des surprises. Là, j'étais surpris un peu du match du Bénin, mais au final, ils ne sont pas qualifiés.
Est-ce que la Mozambique ont les moyens de sortir le Nigeria? Je ne pense pas. La Tunisie, pour moi, c'était pas une surprise. Donc, je les mettais un peu favoris, mais c'est pas surprenant. Une des deux, je l'avais dit hein, que c'était du 50-50 dans ce match-là. Donc, et puis pour moi, je l'ai dit lors du premier podcast, c'est un 55-45 pour l'Algérie. Donc, le Congo ont pour moi des chances de se qualifier. Voilà. Hmm, ouais, je vois l'Algérie quand même. On va parler tout de suite des deux premiers du coup quarts de finale qu'on connaît. En attendant d'avoir les affiches suivantes du samedi 10 janvier, on va parler du coup des deux matchs qui nous intéressent là pour le moment et qu'on a une projection dessus. Donc Mali-Sénégal et Cameroun-Maroc. Du coup les deux quarts de finale du vendredi 9 janvier. Cette compétition qui commence à s'approcher tout doucement de sa fin, hein. On le rappelle, finale le 18 janvier. Donc on a encore un petit 13 jours d'attente avant de connaître le vainqueur de cette compétition. On va encore avoir quelques podcasts où ce sera notre premier chapitre et notre ouverture de podcast. Donc, en espérant que la compétition vous intéresse autant que nous. Mali-Sénégal, Cameroun-Maroc. Putain, j'ai du mal avec le Cameroun-Maroc. Mali-Sénégal, du coup. Chrono? Mali-Sénégal. Ouais. Sachant que chaque prono qu'on met depuis le début sont Mali-Sénégal. conservés dans les podcasts. Et c'est un petit jeu entre moi et du coup Astro, hein, notre ami, qui, on va voir qui a été le meilleur pronostiqueur en tout cas sur ces 3-1. tableaux. Tableau 3-1 Sénégal, toi? Ouais. Du coup, je vais pas mettre le même résultat que toi. Et je vais mettre. J'hésite. J'hésite. Je vais mettre 2-1 Sénégal. Mais attention, je vais mettre une petite parenthèse. Attention au match nul et de ne pas aller au tir au but face au Mali. Mais je pense que le Sénégal a largement les forces avec tous les joueurs de qualité qu'ils ont pour un petit 2-1. Voilà. Petit 2-1 face au Mali. Le Mali qui, je le répète, a une très très bonne défense. Le Sénégal qui a une très grosse attaque. Mais je pense qu'ils vont aussi aller percer. Et ouais, un petit 2-1 pour mes amis sénégalais, hein. Je rappelle que j'adore ce pays pour l'avoir visité 2 fois. Donc voilà, petit avantage Sénégal. Et petit Cameroun-Maroc. Et là, c'est compliqué. Et là, c'est compliqué. Toi, t'as le cœur marocain, hein, du coup, on sait vers Ah, quoi je ça serais va pas pencher. objectif, les amis, mais je vois un 2-1 Maroc. Alors attention, je vais prendre un risque. Je vais prendre un risque. Match nul entre le Cameroun et le Maroc. Ouais, ça c'est possible aussi. 1-1 ou 2-2. Et je vois plus le 1-1. Donc je vais rester sur ça. 1-1 Cameroun-Maroc. Prolongation. Prolongation. Je vois pas les deux équipes marquées. Penalty. Et Maroc qui se qualifie demi-finale. Voilà. Pas mal aussi. Voilà, on verra, hein. Après, ça se trouve, ça sera le Maroc, hein, ou on se trompe Surtout, il y totalement, aura un mais 5-0, on sait pas. peut-être, je ne sais pas. Et encore, le 5-0, on ne sait pas de quel côté. Donc, attention. Donc, on va terminer sur cette canne. Dites-moi dans les commentaires, que ce soit Twitch ou YouTube, ce que vous avez pensé de cette analyse. On verra les pronos, hein. Faut prendre des risques. N'hésitez pas sur YouTube à marquer en commentaire vos pronos et vraiment prendre des risques et qui vous voyez gagner cette compétition. Moi, je le dis, ben, du premier côté, du premier tableau, pour moi, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui se détachent. Donc, je vais quand même mettre ma petite pièce sur le Sénégal aller en finale. Et de l'autre côté, je vois le Nigeria, mais on verra ce soir, hein, mais je mets ma petite piécette sur le Nigeria. Et ma deuxième piécette, elle est sur le Maroc. Donc, j'espère une finale Sénégal-Maroc ou une Sénégal-Nigeria, mais on verra. En tout cas, ça qu'on commence à entrer dans vraiment les matchs et les éliminations décisives. Et on va suivre cette canne ensemble, les amis, donc dans les prochains podcasts. Et ça sera un plaisir d'en discuter avec vous. N'hésitez pas à venir sur les lives tous les lundis, 19h, entre 19h et 20h. Connectez-vous, abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux. Et vous allez tout de suite nous retrouver tous les lundis et le reste de la semaine, bien sûr, pour d'autres choses. Mais si vous aimez le football et que vous êtes là pour le 100% football, tous les débriefs sont à retrouver sur la chaîne YouTube, les podcasts sur la chaîne YouTube et les podcasts sur la chaîne Twitch dans le Just Chatting, la catégorie Just Chatting et tous les lundis à 19h en direct. Voilà les amis. On va passer tout de suite
Au deuxième chapitrage, les chaises musicales un peu, les entraîneurs qui bougent un peu dans tous les sens. On a vu lors du dernier podcast les rumeurs Enzo Maresca de Chelsea qui devait partir. On parle de lui à Manchester City, on parle d'un pré-accord avec peut-être Pep Guardiola qui quitterait City en fin de saison. Et de l'autre côté, on peut voir d'autres rumeurs, hein. On avait vu Liam Rosenior, qui moi ça me faisait très très peur, avec Strasbourg qui devait peut-être rejoindre Chelsea, hein. On sait que les deux clubs sont partenaires, hein, vu que le propriétaire Blue ont acheté les deux clubs et que Strasbourg est clairement un club satellite du Chelsea Football Club. Donc, ben, mes frayeurs se sont produites. Liam Rosenior a été aperçu sur une photo dans un restaurant fast-food à attendre un vol pour rejoindre Londres et rejoindre les Blues. Donc, et on a vu aussi confirmation aussi ce week-end lors du match de Chelsea face à Manchester City qui se sont terminés sur un 1-1 avec les Blues qui sont su revenir dans cette rencontre et égaliser contre City. Eux qui se sont partagés les points. Donc un point important face à l'Etihad sans Maresca. Maresca qui n'était pas sur le banc. C'était un de ses adjoints donc, qui faisait l'intérim en attendant l'arrivée de Liam Rosenior. Donc, et du côté de Strasbourg, on ne sait pas encore, il y a quelques rumeurs qui passent par-ci par-là, mais on n'a pas encore de confirmation. Donc, encore une fois, malheureusement, un club de Ligue 1 qui perd en plein milieu de saison de la qualité et qui change. Alors, j'ai envie de vous dire, on a déjà vu l'entraîneur de l'OGC Nice, mais c'est une situation totalement différente bouger, hein. Franck Hez qui n'a pas réussi du côté de la Côte d'Azur, qui s'est fait virer, et du coup Claude Puel qui est arrivé d'ailleurs ou qui est en cours pour arriver. Je ne sais pas si ça a été confirmé. Et but du Nigeria, les amis. Je mets une petite aparté. But du Nigeria à la 19e minute. Beau but. Beau but. On va en parler un petit peu après. Là, je vais finir tout de suite là où je devais en venir par rapport à Nice. Du coup, c'était un contexte totalement différent de Strasbourg, qui pour moi, Strasbourg vraiment est une équipe que j'adore regarder, qui joue au football, qui joue face à des grands clubs, même face au Paris Saint-Germain, ils ont joué. Ils peuvent être surprenants face à des grandes équipes. Ils ont fait un très beau match contre Crystal Palace, qui était un peu leur bête noire dans ces phases de poule de la Conference League. Et honnêtement, ils ont les qualités sur le terrain et ils avaient un très bon entraîneur pour aller le plus loin possible dans cette Conference League. Et j'espère que ça ne va pas leur jouer sur leur saison, car Strasbourg est dans le haut de tableau de la Ligue 1 et sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition de la Conference League et qu'ils étaient actuellement premiers, hein, si je ne me trompe pas. Donc j'espère de tout cœur pour nos amis strasbourgeois et nos amis d'Alsace que ça va aller, hein, qu'ils vont trouver un bon entraîneur. Et je ne sais pas qui ils vont aller chercher, mais j'espère qu'ils vont aller chercher un entraîneur de qualité. Et, et là, je vais être méchant un peu. N'allez pas chercher un entraîneur français qui n'a pas les compétences de vous emmener loin dans ces compétitions-là. Moi, je veux voir un Strasbourg qui joue au football, qui reste naturel, qui reste avec des jeunes espoirs comme ça et qui montre ses qualités jusqu'à la fin de saison. Et j'espère que Strasbourg, après tout ce qu'ils ont montré, iront chercher une qualification européenne la saison prochaine et peut-être aller chercher le parcours le plus loin possible dans cette conférence League en tout cas. Je ne sais pas s'ils peuvent la gagner, mais aller le plus loin possible en tout cas. Et du coup, on va parler du dernier entraîneur qui nous a fait une déclaration. Je l'ai un peu hypé et j'en ai un peu parlé dans le podcast un peu précédemment. Amorim qui avait fait des déclarations choc et qui du coup s'est fait virer par United, hein, ce club qui, on en a parlé dans le chat avec certains des abonnés la dernière fois lors d'un live. Euh, Ce club qui a une gestion catastrophique et qui, depuis le départ de Ferguson, ont des problèmes de direction. On a vu le coup Ronaldo où ils ont été chercher Ronaldo qui devait partir à City pour qu'il vienne et au final ça n'a pas été une réussite. On a vu Pogba, on a vu plein d'échecs. On a vu Bruno Fernandes qui se pose des questions sur son avenir et qui se rapproche au fil des années de l'Arabie Saoudite, hein, lui qui est pourtant le leader un peu technique et un peu le capitaine de cette équipe. On a vu l'achat de Brian Mbeumo, on a vu qu'en attaque ça dépense énormément avec Cunha, avec Mbeumo, avec Benjamin Sesko. On a vu les saisons précédentes Zirkzee qui venait de Bologne.
lui joueur fort de Bologne de Thiago Motta. Et on avait aussi Ojun qui lui n'a pas confirmé non plus à United et qui est d'ailleurs parti à Naples et qui confirme à Naples. Donc le problème c'est vraiment United et pas les joueurs, je pense. Il y a un problème dans l'atmosphère de ce club où il y a un problème d'évolution. Certaines même légendes du club ont parlé de problèmes d'infrastructure, problèmes d'engagement, problèmes de formation, problèmes d'argent, d'investissement, hein, parce qu'ils investissent peut-être pas sur les bonnes choses. Je ne sais pas ce qui est le problème de United, mais il faudrait se pencher dessus, en tout cas. Et je ne sais pas quelle est la solution pour United à l'heure actuelle. D'ailleurs, on a même vu ce supporter fameux avec ses cheveux qui refuse de se couper les cheveux depuis bientôt, je crois, 5 ans, je crois. Il faudrait avoir l'info précise, mais de, il veut 5 victoires, je crois, ou 5 matchs sans perdre d'affilée de United, et c'est pas arrivé depuis bientôt 5 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, United a un peu des saisons un peu catastrophiques, hein, et une gestion un peu difficile avec des Solskjaer, avec des. Là, on le voit, Ruben Amorim, etc. Qui sera le prochain entraîneur de United? On se pose la question. Là, ça va être le départ des rumeurs. On verra qui sera le prochain sur le banc pour remplacer Amorim, hein, qui a été catastrophique à United, hein. En tout cas, on va regarder un peu ses déclarations, mais il a été viré ce matin, hein, donc en début d'après-midi même, on peut dire. La crise continue du côté de United, hein, comme peut le dire le média 20 minutes. Et moi, je me demande qui sera le prochain entraîneur. Pourtant, un match nul face à Lille, hein. Et le but, je suis désolé, je vous coupe en plein direct, mais but de Osimhen 2-0 et le Nigeria qui sont en train de s'envoler pour ces quarts de finale, hein, et qui vont prendre cette place. Et en attendant, bien sûr, leur adversaire, soit l'Algérie, soit le Congo. Et voilà, en 5 minutes, on l'a vu là en plein live de la 19e à la 24e, deux buts. Pour le Nigeria qui mène maintenant 2-0 face à la Mozambique et le festival va commencer, hein, je pense. On avait mis deux buts d'écart, mais on avait mis des victoires 3-1, je crois. Mais là, il va falloir remettre nos pronoms en question, je pense, Isma, mon ami Astro. Bon, du coup, Ruben Amorim, qui avait eu des déclarations choc, hein, j'ai essayé de taper ces déclarations si on les trouve ensemble. Pas de déclaration d'impôt, hein, on s'en fout un peu de ces déclarations d'impôt. Comité du club. Qu'on a, il y a un article intéressant. Là. Ruben Amorim a été viré de Manchester United ce lundi, n'a pas survécu aux deux derniers matchs nuls de United, hein. On a vu ce match du week-end face à Leeds 1-1. L'entraîneur portugais qui a été viré suite à ce nul et surtout face à sa prise de parole incendiaire en conférence de presse ce dimanche. Je sais que je ne m'appelle ni Tourelle, ni Conte, ni Mourinho, mais je suis le manager de Manchester United et cela restera ainsi pendant 18 mois. Et au final, ça a duré 18 heures. Jusqu'à ce que la direction décide de changer. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais en finir avec ça. Je ne démissionnerai pas. Je ferai mon travail jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne ma place, a-t-il déclaré. Visiblement, la prise de position de Ruben Amorim, qui a des relations compliquées avec sa direction, n'a pas plu en interne et il a donc été viré, hein. On l'a vu dans la journée qui a suivi. Et maintenant, qui va le remplacer? Je vais taper une pub. Voilà, Alors voilà. là, Est-ce qu'on va avoir encore un jeu de chaise musicale avec peut-être un entraîneur qui quitte un autre club? Et moi, je vois pas qui va faire l'intérim là actuellement à United en tout cas. Donc on a vu un peu le chapitre Rosenia, on a vu un peu Guardiola qui devrait partir, et avec le départ de Maresca, je pense que ça se confirme. Si Maresca quitte Chelsea en plein cours de saison, Chelsea qui sont, on va dire, qualifiés pour cette suite de Ligue des Champions, qui font une bonne saison, qui a gagné une Coupe du Monde des clubs aussi, on le rappelle, seul titre qui a manqué au Paris Saint-Germain sur la saison dernière, avec cette finale, belle finale remportée par Chelsea et par Enzo Maresca et ses Blues. Et là, un départ un peu surprisant, avec un Chelsea qui avait d'ailleurs eu des belles victoires cette saison, face quand même 3-0 face au Barça. On l'avait débriefé sur la chaîne YouTube. Moi, ça me choque un peu qu'un entraîneur comme ça, qui en plein travail, quitte, avec peut-être une promesse ou pas, hein. Ça se trouve, peut-être que City va conserver Guardiola et que Maresca ira autre part. Mais pour moi, s'il est parti comme ça, c'est qu'il doit avoir un accord contractuel avec City et des paroles, hein, et que Guardiola doit sûrement partir en fin de saison. Et le départ de Guardiola, peut-il dire un départ de certains joueurs stars et de certains joueurs qu'il a choisis? Est-ce que ça peut remettre en question
un Bernardo Silva qui est actuellement capitaine qui pourrait partir? Est-ce que ça peut remettre en question un Erling Haaland qui aurait peut-être envie de départ et de faire sauter sa clause pour aller peut-être au Real de Madrid, qui est peut-être le seul club qui peut aller le chercher actuellement en Europe? Est-ce que ça peut remettre en question certains joueurs? Je veux ton avis, Astro. Bah moi écoute, un petit Haaland, Ouais, au qui Real, dirait tu non? dis pas non, oui. Mais sur ces chaises musicales, tu penses à quoi? Et puis Guardiola, s'il prend une sélection, est-ce que ça Pour moi sera il va partir, l'Espagne? hein. Est-ce que l'Espagne vire Luis de la Fuente après la Coupe du Monde? Ou est-ce que c'est l'Angleterre qui sera décevant et du coup qui vire Tourelle et qui remplace Tourelle par Guardiola? Et Tourelle, que fait-il? Où va-t-il? Derrière, United, qui vont-ils prendre là à l'heure actuelle pour finir leur saison? Qui va prendre cette chaise électrique? Liam Rosenior qui devrait s'engager avec Chelsea. Va-t-il réussir à confirmer et à prouver là-bas? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Est-ce que toi tu as un avis, des projections, quelque chose à dire sur ça ou on peut passer à la suite? Bah à part que Guardiola il va partir, ça c'est sûr, je pense. Mais Mhm. sinon, non. Je pense qu'il va prendre une sélection et je pense avec l'Espagne. Liam Rosenior qui avait déjà critiqué en Angleterre. Attends. Est-il la marionnette de Chelsea? Après, ouais, c'est Chelsea qui l'ont placé à Strasbourg et maintenant ils ont vu qu'il a fait du bon travail à Strasbourg, ils le prennent et hop, tiens, on te met là-bas dans notre club. C'est un peu, ouais. Donc on va clôturer ce chapitre, on y reviendra lors d'un prochain podcast. Sujet intéressant, n'hésitez pas en commentaire si vous êtes sur YouTube à nous donner votre avis sur la situation entre Chelsea et Strasbourg et ce club un peu satellite et cette histoire de chaise musicale. Et si Pep Guardiola quitte, pour vous, va-t-il partir pour une sélection? Va-t-il prendre ses vacances et faire du golf? Va-t-il retourner dans un club avec qui il a un feeling, comme Barça, comme le Bayern ou un autre, hein? Ou va-t-il simplement prendre une sélection, sachant que le Brésil a été pris par Ancelotti qui ont l'air de vouloir le prolonger? Va-t-il pouvoir prendre une sélection comme l'Espagne ou comme l'Angleterre ou une autre? N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. On va clôturer vite fait ce chapitre-là. On va se mettre une petite pause Cannes avant de clôturer ce podcast avec un avis sur la reprise de nos championnats hein, qui vont être notre fil de chaque semaine hein, jusqu'à la fin de saison, avec plein d'enjeux bien sûr, plein de matchs intéressants et qui va être le fil conducteur jusqu'à la Coupe du Monde. Et là, on va regarder vite fait le match hein, du Nigeria qui gagne déjà 2-0 à la 31e hein, avec un but de Lookman, Ademola Lookman qui est monstrueux hein, depuis 2-3 saisons. Et Victor Osimhen. Victor Osimhen d'ailleurs, des rumeurs. Il serait en partance de Galatasaray pour un très très gros chèque à plus de 100 millions. Et l'APL se dégagerait avec des clubs comme Chelsea, United, Liverpool qui seraient intéressés de faire le joueur. Et de ce que j'ai vu, Liverpool serait potentiel favori. Alors ça serait incompréhensible, hein, mais serait potentiel favori. Ça serait incompréhensible. Pourquoi? Parce que malgré la blessure de Isaac, ils ont quand même investi une centaine de millions sur ce joueur. Ils ont investi 130 millions sur Florian Wirtz pour leur milieu de terrain qui est un peu numéro 10, un peu buteur. Et aussi l'achat de Hugo Ekitike, une centaine de millions aussi. Donc peut-être 300 millions et ils iraient encore mettre 100 millions sur un Victor Osimhen pour être leur numéro 9. Et que font-ils avec Ekitike, avec Hugo? Vont-ils le laisser numéro 2 éternellement? Est-ce que ça serait preuve de ne pas lui faire confiance du tout? Est-ce qu'Osimhen viendrait vraiment pour remplacer la blessure de Isaac? Et quel joueur serait à sauter en fait dans cette attaque de Liverpool des Reds, qui ont du mal à confirmer cette saison en tout cas. Ils avaient fait un départ canon et qui sont en train de redescendre tout doucement. Qu'en penses-tu de Victor Osimhen? Dans quel club le verrais-tu? Et j'ai vu le Bayern Bon, aussi qui aurait été intéressé, mais ça je pense que c'est absolument impossible. bah pour moi le Bayern, ouais. Le Parce Bayern, que bon, Kane il va pas rester. éternellement. Ouais, Liverpool, ouais, Mais ça sert Harry à rien. Kane, ils vont pas virer Harry Kane en fin de saison. Non, mais pour qu'il soit à la doublure, genre. Ils ont Nicolas Jackson. D'ailleurs, Nicolas Jackson qui est tout. Je ne sais pas si C'est pas un c'était prêt un lui? prêt. C'est un prêt, ouais. C'est ça C'est que un je me prêt, pose je comme crois. question. Je crois que c'est pas un transfert définitif. Je crois qu'il va retourner à Chelsea, Nicolas Jackson. Donc, je ne sais pas. Est-ce que l'achat d'Osimhen
on voit la domination, hein, 64% de possession. Ils ont 0 tir, 0 cadré pour la Mozambique. On arrive bientôt à la mi-temps et on est sur 3 tirs cadrés de but, hein. On voit l'efficacité des attaquants nigériens, qu'ils ont une qualité de jeu. On va regarder la composition, hein, mais elle fait rêver, hein. Avec des joueurs, Onyeka qu'on connaît bien, Iwobi, Ndidi, Lookman, Osimhen, Adams. Quand même, là, juste là, ce rond là, qu'on fait là, c'est juste monstrueux, les amis. C'est juste monstrueux. On a deux des meilleurs attaquants de l'histoire du Nigérien, avec un Victor Osimhen qui est passé par Naples, qui actuellement fait le bonheur de Galatasaray, et qui va leur offrir peut-être un beau billet à la sortie, qui a été monstrueux avec Naples, monstrueux avec Lille, qui malgré des blessures est toujours là. Un Lookman qui a été en pétard avec l'Atalanta Bergame, qui a remporté un trophée européen avec eux. Il était normalement en partance pour un plus gros club, mais ça a été bloqué. Adams qui est un très bon joueur, Ndidi qui connaît bien la première ligue, Iwobi qui aussi connaît bien la première ligue, il passait par de nombreux clubs de première ligue. Onyeka pareil. Franchement, ils ont une compo là, ici, là. Et même des joueurs intéressants derrière, hein. Donc un 4-3-1-2 qui fonctionne bien. Et ils vont. Ouais, c'est vraiment l'ogre de cette compétition en tout cas. Pour moi. Voilà, c'était la petite aparté. Et on va du coup aller regarder un petit peu nos championnats. Est-ce que vous voulez qu'on se fasse la Liga aussi? Bien sûr. Dites-moi. On se fait la Liga? Allez, on se fait la Liga du coup. Liga espagnole. Ah là, la Liga. On va regarder. On va pas tout faire. On va pas faire la Bundes. On va pas. On remettra sur les prochaines semaines, hein, vous inquiétez pas, on mettra les 5 grands championnats. Mais bon, aujourd'hui, on va juste s'attarder rapidement sur la Ligue 1, sur la Première Ligue et sur la Liga, du coup, sur les matchs de ce week-end, sur la projection un peu des championnats, et puis on va s'arrêter là sur ce podcast. On va commencer. Alors, je te laisse le choix entre la Liga, la Ligue 1 et la Première Ligue. Vas-y, commence par la Ligue La Ligue 1? 1. Ouais. Allez. Alors, la Ligue 1 qui a pu reprendre donc depuis ce vendredi avec un premier match. Le RC Lens, hein, et pas l'anti comme dirait Google, qui ont remporté une victoire importante à l'extérieur face à Toulouse, 3-0. Un match qui a été transformé, hein, bien sûr, par, on peut le voir, l'expulsion très rapide de Emerson, le Brésilien, hein, qui a pris un rouge. Et ensuite, ça a déroulé du côté de Lens avec un but de Wesley Saïd, de Adrien Thomasson et une confirmation et une fin de score, hein, pour Ismaëlo Gagnou. Donc un 3-0 largement mérité, hein, dans l'ensemble du RC Lens, avec un très très bon Florian Thauvin, chambreur, provocateur, mais aussi très intéressant dans le match. On va voir, je vous montre un peu les stats si ça intéresse. Mais victoire largement méritée en tout cas du RC Lens qui confirme leur première place et un bon retour et un bon début de saison. Eux qui ont toujours un point et cette place de leader en championnat, donc un point devant le Paris Saint-Germain. On avait vu, hein, un peu dans les podcasts précédents, un peu ce groupe de 3 entre Lens, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille qui se montrait très dangereux pour la première place. Lens qui confirme, qui prennent 3 points importants, qui passent de 37 à 40 et qui vont du coup garder cette première place avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, qu'on a vu gagner hier et qu'on a débriefé sur la chaîne YouTube Just Alex, il y a le débrief de 20 minutes. Regardez la vidéo si ça vous intéresse, où j'ai analysé le match et j'ai parlé de la situation du PSG. Tous les débriefs du PSG sont à retrouver sur la chaîne Just Alex. Le PSG qui a remporté son derby 30 ans après face au Paris FC 2-1. Donc je vous laisse aller regarder le débrief. Très beau match du Paris Saint-Germain, qui a su reprendre 3 points et monter de 36 à 39, qui suit le RC Lens et qui essaye de se battre pour reprendre leur première place. Et l'Olympique de Marseille, qui a été un peu la surprise de ce week-end, hein, euh, donc qui a perdu face à Nantes, chez eux, à domicile, au stade Vélodrome, et qui perd des points importants pour ce trio de tête, hein, et qui commence à laisser, on va dire, Lens et le Paris Saint-Germain creuser l'écart avec l'expulsion de Arthur Vermeuren, hein, qui a laissé l'équipe à 10 contre 11 et Nantes qui a su bien en profiter avec un but de 111 qui enfonce le clou. Et ensuite, Marseille n'ont pas eu la force de revenir et d'égaliser. Ils ont ensuite subi un deuxième carton rouge avec Bilal Nadir qui laisse son club à 9 contre 11. Et ensuite, Nantes a su rester dans le match et clôturer ce match quelques minutes avant la fin avec un penalty de Rémi Cabella, hein, qu'on connaît bien ici en Ligue 1, hein, d'ailleurs passé
par Lille et je crois même par l'OM, hein, si je dis pas de bêtises, Cabella était à l'OM aussi, hein, et puis Saint-Etienne aussi, si je crois. Je sais plus hein, totalement, mais je sais que moi je l'ai vu jouer à Lille. Je peux regarder après un petit peu, hein. On va regarder tout de suite, hein. Rémi Cabella, Rémi Cabella, hop. Olympiakos aussi, je crois, ouais, Olympiakos. On va regarder un peu son transfert marque, bon, hein, valeur marchande d'un million cinq, 35 ans, longue carrière, hein, longue carrière. Avec notamment, donc on l'a vu, hein, Montpellier, Arles-Avignon, Arles-Avignon, Montpellier, Montpellier, Newcastle. Ah, je me rappelais plus de ça, Newcastle. Newcastle, Marseille, comme je l'avais dit. Marseille, Newcastle, Newcastle, Marseille. Marseille, Saint-Étienne. Saint-Étienne, Marseille. Marseille, Marseille, Saint-Étienne. Saint-Étienne, Krasnodar. Petit épisode donc en Russie. Krasnodar, retour à Montpellier. Montpellier, départ au LOSC. Et LOSC, Olympiakos. Olympiakos, retour en Ligue 1 à Nantes. Donc, quatrième, hein, attendez, Montpellier, Marseille, Lille, Saint-Étienne, cinquième club de Ligue 1 pour notre Rémi Cabella national. Et si je dis pas de bêtises, il a été international français, hein. Oui, oui, quatre matchs. Et en 2014, il était à Montpellier, un départ vers Newcastle. Et c'est là un peu son prime, on va dire. Donc voilà, un petit aparté sur Rémi Cabella, hein, qui a été auteur que d'un seul but, hein, pour un seul match en Ligue 1, en tout cas sur ce début de saison, face à l'Olympique de Marseille. Je sais pas si on a les stats de 2024, etc. un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut le voir? Qui est toujours prêté, hein, qui est toujours un joueur appartenant à l'Olympiakos. Est-ce que Nantes vont lever l'option d'achat pour 1 ou 2 millions? Un joueur qui aura bientôt 36 ans. Ou est-ce qu'il va retourner du côté de l'Olympiakos ou vivre une autre expérience un peu exotique? On verra ça au mercato prochain à l'été. Voilà, donc une petite aparté sur Emi Cabella. Un peu surprise, hein, cette victoire du FC Nantes, des Canaries, 3 points précieux pour eux, hein, plus une victoire à domicile face à l'Olympique de Marseille. Dur à imaginer, hein, on pensait tous une victoire marseillaise. Et Marseille, du coup, qui, on voit, hein, perd de 3 points et fait creuser l'écart avec maintenant, du coup, 7 points de retard face au Paris Saint-Germain, avec un futur classico qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Et puis 8 points maintenant face au leader du championnat, le RC Lens. Et puis il laisse revenir le LOSC. LOSC qui ont notamment eux aussi perdu des points importants dans cette course, dans ce lead un peu, hein, de championnat, face à Rennes à domicile avec une défaite 2-0, avec une expulsion rapide d'Alexandro, hein, à la 14e minute qui a transformé le match, encore un rouge très rapide. Et ensuite, on a pu voir Frankowski, ancien Lensois, qui a pu marquer face au club rival du RC Lens, le LOSC. Donc ça a dû faire plaisir à nos amis lensois. Et puis Quentin Merlin, hein, qui vient clôturer ce match un peu, hein, victoire donc à l'extérieur très importante pour le Stade Rennais. Et on va regarder un peu les autres résultats, on va vous les donner un peu pêle-mêle. Le Havre qui s'en sort et qui gagne des points précieux pour son maintien face à Angers 2-1. Lorient-Metz, deux équipes qui jouent un peu le bas de tableau, qui se sont quittées sur un score nul, hein, de 1-1. Brest qui vont enfoncer le clou chez eux face à Auxerre 2-0, notamment. Avec du coup Auxerre qui sont en pleine plongée, hein, un club qui pourtant joue au football et qui sont méritants, qui avait fait un très bon match face aux Parisiens, et qui sont 19e de Ligue 1 et qui sont malheureusement en voie de passer en Ligue 2. On espère pour eux un retour pour continuer à mettre du suspense, hein, dans ce bas de tableau. On va regarder aussi les derniers résultats, hein, de cette journée. Si on les a ici, hop, si on en a, c'est de l'autre côté. Hop. On va regarder un peu les projections. Alors cette 17e journée, hein, Monaco-Lyon. Lyon qui a met 3 à Monaco. Monaco, c'est une catastrophe, hein, en ce moment. Euh, que dire? Victoire méritée, hein, dans l'ensemble. On va le voir. 3-1. But de Pavel qui ouvre le score pour Lyon. Retour de Koulibaly qui met un but et ensuite qui va malheureusement quand son équipe a besoin de lui va plonger. Donc on voit ensuite toujours à 11 contre 11 le jeune joueur Pavel qui vient mettre un doublé pour l'Olympique Lyonnais 2-1 et Koulibaly qui va nous faire à la 70e un tacle assassin. Ça a fait rire beaucoup sur les réseaux, sur Twitter, etc. Vous pouvez aller regarder l'action.
avec bien sûr cette fameuse phrase du sketch d'Alban Ivanov, avec le fameux Adidas Predator dans le cou. C'est exactement ce qui s'est passé. Il vient mettre un saut, un coup de crampon dans la gorge de l'opposant lyonnais et il vient laisser son équipe à 20 minutes de la fin à 2-1, à 11 contre 10. Donc c'est vraiment. Et puis 9 minutes après, Lyon sait en profiter à 11 contre 10 et vont clôturer ce match avec une belle victoire à l'extérieur à Louis II. 3-1. Donc belle victoire lyonnaise, Lyon qui sera intéressant à suivre cette saison avec leur parcours en Ligue Europa. Eux qui sont actuellement premiers de Ligue Europa. Et ça prouve aussi le niveau français avec le Paris Saint-Germain qui sont troisième de cette phase de Ligue des Champions, avec Strasbourg qui sont premiers de cette Conférence League, troisième un peu compétition européenne, et Lyon qui sont premiers de Ligue Europa avec notamment la l'AS Roma et le FC Porto qui suivent. Donc ça sera intéressant de les suivre en Ligue Europa en tout cas, et on leur espère pour nos amis lyonnais une belle saison, euh, en tout cas en Ligue Europa et peut-être un retour en haut de ce championnat. Et le dernier match, du coup, qu'on n'a pas encore regardé, c'est Strasbourg-Nice 1-1. On va regarder un programme complet, bien sûr. Match nul. Et là, on va parler du coup du Carro Senior, qui du coup quitte Strasbourg et qui laisse son équipe en début de saison. Et Nice qui sont toujours dans une gestion difficile, qui ne gagnent pas de match, qui ont vu l'arrivée d'un nouvel entraîneur, qui ont vu l'arrivée d'un Eli Wahi, qu'on va voir directement décisif, lui à peine sorti de l'avion, qui va faire remporter un petit point à domicile de l'OGC Nice. Face à Strasbourg, on a vu encore ce jeune Argentin Panicelli, Joaquin, qui est encore buteur, qui est le deuxième meilleur buteur de ce championnat avec 10 réalisations derrière Mason Greenwood, qui a 11 avec l'Olympique de Marseille. Et Eli Wahi qui vient d'arriver, qui fait un retour dans ce championnat, lui qui a connu Montpellier, Lens, Marseille, et qui va connaître du coup sa quatrième expérience ici en Ligue 1, après du coup un transfert à Francfort. Bon retour en tout cas, et on espère pour l'OGC Nice qui va marquer des buts et qui va faire revenir un peu l'OGC Nice dans ce championnat. Nice qui sont d'ores et déjà éliminés, premiers éliminés de la compétition européenne, Ligue Europa, qui ont un parcours catastrophique, 0 points, 0 victoire, des défaites affligeantes. C'est un peu le running gag de cette année. Et ils ont fait un beau match face à Strasbourg. On le voit ici, chez eux à domicile, 17 tirs, 6 cadrés. Strasbourg a eu la possession, 9 tirs, 3 cadrés, un but sur penalty de Panicelli, donc son dixième, on le rappelle. Et on va donc petite projection sur le tableau avant de passer du coup à la première ligue ou la Ligue 1. On voit du coup le FC Metz qui sont 18e de son championnat et lanterne rouge, très très près avec Auxerre. Nantes qui ont été chercher 3 points très précieux face à l'Olympique de Marseille qui sont 16e. Et là encore, on voit une déroute du troisième du championnat, l'Olympique de Marseille, face au 16e de cette compétition, qui était dernier de cette compétition à la base. Car on le rappelle, ils étaient bons derniers avec Metz qui avait 11 points. Metz qui a fait son match nul, Auxerre qui a perdu, et puis Nantes du coup qui vont chercher 3 points précieux et qu'il va falloir continuer pour eux. euh, Face du coup à l'Olympique de Marseille. Paris FC aussi qui ont remporté 3 points précieux face à. Non, Paris FC pardon, qui ont perdu face au Paris Saint-Germain 2-1, qui reste là. L'OGC Nice qui font un match nul, qui prennent un point, qui reste dans ce ventre mou. Et puis Le Havre qui prennent 3 points très précieux et, face à Angers. Et on voit notamment du coup pour ces deux places de relégation qui peuvent potentiellement retourner en Ligue 2. On voit honnêtement jusqu'à Le Havre, c'est pas encore sauvé. Même Lorient, 19 points, c'est compliqué. Lorient qui ont d'ailleurs pris un point face à un adversaire direct. Bref, eux qui ont su prendre 3 points très importants avec un 2-0 et un but magnifique de Ludovic Ajor que je vous conseille d'aller regarder le but sur YouTube. Un but avec une matchère un peu fantastique. Euh, Honnêtement, regardez cette action. Et on va regarder un peu le haut de tableau, donc Angers qui sont un peu là. Monaco, attention parce que Monaco, là, 3 défaites de suite, 23 points. Un Pogba qui retourne de blessure, qui est cramé, on va pas se mentir. Ça va être difficile pour lui de revenir. Un seul bon match de Monaco dernièrement face au Paris Saint-Germain, ça commence à remonter. Et attention à ne pas descendre trop bas, parce que bon.
11 points d'écart, j'ai envie de vous dire, c'est un peu confirmé. Il devrait se qualifier avec 23 points, ça devrait aller en ventre mou. Mais là, les places européennes commencent à se détacher, hein. On le rappelle, 3 places qualificatives pour la Ligue des Champions, une place un peu intermédiaire, une quatrième place qui peut se jouer pour la Ligue des Champions, la cinquième qui est définitive Ligue Europa, la sixième qui est définitive pour Rennes, et après le reste, ça dépend si on a des vainqueurs en Europa, pas en Europa, etc., des vainqueurs en LDC avec peut-être un back-to-back pour le Paris Saint-Germain, etc. Tout dépend de l'indice UEFA. Mais pour le moment, le RC Lens est qualifié en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, le LOSC passerait par des tours préliminaires. Potentiellement, bien sûr, tout va changer dans ce championnat. Lyon reste à la place où ils sont actuellement en Ligue Europa, mais ils sont plus qu'à 2 points. Et c'est là où ça va être très important. Ils sont à 2 points de l'Olympique de Marseille, donc ils peuvent revenir et prendre une place de Ligue des Champions. Et ça serait pas déconnant. Et attention Marseille, parce que vous avez le LOSC qui peuvent revenir, vous avez Lyon qui peuvent revenir, et vous avez Rennes qui peuvent revenir. Et Strasbourg, à voir leur gestion, hein, comment ça se passe. Mais ça serait pas choquant de voir un Marseille qui finit à la cinquième ou sixième place, qui vont chercher une Ligue Europa ou une Conference League, et ça serait une déception pour eux. Et ça remettrait beaucoup de choses en question dans leur projet. Voilà, est-ce que tu as des choses à dire, Astro? Moi, j'ai un peu tout dit hein, comme ça, mais si tu as des choses, etc., si tu as un peu une Hmm, projection, bah, les premiers du classement, on sait, hein. tu Il penses faut que pas là, une ça va rester. surprise. Qui va gagner ce championnat, à ton avis? La Ligue 1, Oui, bah quand même. Paris Saint-Germain? Est-ce que tu me poses vraiment la question? Bon, on sait jamais, on peut avoir une surprise. On a déjà vu des surprises avec Monaco qui ont remporté un Ouais, championnat, Lille qui ont remporté un championnat. Bon, normalement, pour moi aussi, hein, Paris Saint-Germain, mais après, dans les places européennes, est-ce que Lens a le potentiel de tenir jusqu'à la fin de saison? Est-ce que Marseille va ouais. couler ou va rester dans ce top 3-4? Est-ce que le LOSC, après une défaite face à Rennes, vont rebondir et vont pouvoir peut-être gêner Marseille? Est-ce que Lyon peut être l'équipe forte de cette deuxième partie de saison, eux qui aiment bien finir en pétard les fins de championnat, et est-ce qu'ils vont avoir le potentiel d'aller chercher une place de Ligue des Champions? Et c'est là où moi je dis que ça va être l'adversaire le plus dangereux de l'Olympique de Marseille, c'est cet Olympique lyonnais. Qui, En plus, ils ont bien Hendrick sûr, maintenant. ils ont Hendrick qui va apporter des buts, qui va mettre des buts importants, je pense, et qui va être peut-être un joueur important. Ligue Europa, qui a joué aussi pour Lyon, on le rappelle. Lyon qui a un jeune effectif, qui sont à prendre de l'expérience. Et moi, je dis pourquoi pas Lyon aller chercher une troisième place et faire sortir l'Olympique de Marseille. Moi, honnêtement, là, tout peut changer, hein. Je vois Paris Saint-Germain premier. Je vois Lens tenir une deuxième, voire une troisième place. Ça va jouer avec Lyon, je pense. Je vois Lyon troisième. Je vois Marseille entre la quatrième et la cinquième place. Je pense quatrième. Peut-être se qualifier quand même pour la Ligue des Champions avec un match de barrage ou quelque chose comme ça. Et cinquième, ça va se jouer entre, je dirais, cinquième le LOS qui va en Ligue Europa. Et sixième, ça va se jouer entre Rennes, Strasbourg. Bon, Toulouse, ça sera trop léger. Monaco, je les vois pas revenir, c'est trop difficile en ce moment. Et le reste, ça va jouer le bas de tableau. Et parmi les deux relégables, bon, l'OGC Nice vont mettre de l'argent, ils ont apporté un Eli Wahi pour mettre des buts, etc. Et ils ont pris un point important face à Strasbourg, hein, qui a un gros de son championnat pour le moment, qui est une équipe gênante. Donc Paris FC aussi, ils ont des moyens. Je les vois bien jouer aussi au football. Nantes, je ne sais pas. Là, ils ont pris des 3 points, mais ils peuvent replonger la semaine prochaine. Honnêtement, je vois Metz refaire comme d'habitude l'ascenseur. Donc je vois Metz tenir cette place de bon dernier et descendre. Auxerre joue au football. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce qu'ils peuvent aller titiller un Le Havre? Est-ce qu'ils peuvent faire descendre le FC Nantes, club historique de cette Ligue 1? Ça va être compliqué, mais tout est possible dans ce bas de championnat entre la 18e et voire même jusqu'à peu près 13, allez, 13. Tout est possible. Donc voilà. Que tu as un avis à donner là-dessus? Est-ce que tu vois Marseille plonger? Est-ce que tu vois Marseille revenir, confirmer? Marseille, je les vois pas là en Europe, moi. Tu les vois pas aller en Europe? Non, Là, c'est dur. Tu vois peut-être pas la Ligue des Champions, mais en Europe, peut-être en Conference League, sixième place, voire un Europa League, pas cinquième l'Europe, place. hein. En Europa? Marseille en Conférence, Europa? peut-être, rasé. Non, peut-être en conférence, mais Europa, je pense pas. Tu les vois pas cinquième? Non. Waouh! Waouh! Là, c'est. Et du coup, ça serait un départ de Deserbi après une telle désillusion. Bon, vu les déclarations, vu les trucs qu'il dit en ce moment, il va partir. Tu Surtout penses? qu'il y a des rumeurs de lui à aller à United. Ah oui? Ouais. Ah, j'ai pas vu Donc, ça. T'aurais pu le hier dire en tout à l'heure sur conférence les de social media. presse, qui dit ouais, je sais plus ce qu'il dit.
Il dit ouais, pendant les entraînements, ils se la donnent pas assez, ils ont pas la grinta, je sais pas ce qu'il Ah ouais, raconte, hein. j'ai vu un truc comme ça, ouais, passer, ouais. Donc bon, je pense cet hiver, je pense qu'il va partir, hein. Cet été, c'est sûr. Ok. Mais cet hiver, il y a moyen. Et on va Donc terminer ouais. on va parler un peu vite fait de la première ligue, hein, et puis de la Liga. Je vais terminer par la première ligue, j'ai envie de terminer par la première ligue, ce podcast. On va parler de la Liga. Du coup, la Liga qui est actuellement menée par Barcelone, hein, 4 points d'avance sur son adversaire direct, le Real Madrid. On voit un vrai détachement dans ce championnat, avec Villarreal qui est déjà à 11 points du premier, avec l'Atlético qui sont à égalité avec Villarreal. On va regarder un peu le tableau, hein, mais donc, on commence vraiment à avoir des écarts. L'Espagnol qu'on a vu léger, hein, dans ce derby face au Barça qui ont perdu 2-0, euh, qui du coup perdent des points et qui laissent creuser un petit écart aussi entre Villarreal et l'Atlético. Je pense que là, ça va pas bouger, hein, clairement, entre les 4 premières places. À part peut-être troisième, quatrième, où Villarreal peut peut-être finir quatrième et l'Atlético peuvent peut-être finir troisième. Mais on devrait rester à peu près sur ça pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Je pense que ça va être trop léger. C'est pas une saison madrilène, donc malheureusement, je vois pas Madrid revenir. Tout peut changer, attention, hein. Il y a encore un classico, ça sera un match très important. Peut-être que Mbappé aura le potentiel avec son équipe de faire revenir le Real et de gagner ce championnat, mais ça va être très compliqué. Déjà 4 points d'écart, avec potentiellement un classico. Je sais même pas si c'est au Bernabéu ou au Camp Nou cette fois-ci. Le dernier en date, Camp Nou. ça sera au Camp Nou. Ah ouais. Ouais, ça sera en Camp Nou, ouais. Donc 4 points avec un match au Camp Nou en classique. Yamal, tout ça. Ça va être compliqué. Euh, Est-ce qu'on voit le Real Madrid gagner le championnat? Pour moi, de mon côté, ça va être compliqué. Je commence à ne plus y croire, surtout quand je vois le type de jeu du Real et que je vois qu'ils ne trouvent pas la solution encore. Malgré une belle victoire ce week-end, je pense qu'ils vont pas continuer sur ce rythme-là. Et on va y revenir parce que c'est un match qui m'a beaucoup intéressé. Mais ouais, je pense que Villarreal, l'Atlético, le Real et Barça vont aller chercher les places qualificatives en Ligue des Champions. Pour la 5e place en Ligue Europa, les Espagnols ont 5 points d'avance sur le Real Betis. Mais le Real Betis peut revenir, ça me choque pas. Le Celta Vigo qui va jouer un peu cette place avec le Real Betis pour cette Conference League. L'Athletic Bilbao qui sont pas loin. Elche c'est un peu léger. Retafe c'est léger. Séville c'est compliqué. Ça jouera le ventre mou. Puis le reste c'est pareil. Et puis les 3 clubs descendants. Car on le rappelle, la Liga ont gardé ce format de 20 équipes. Pas comme la Ligue 1 qui en ont plus que 18. Et ça m'énerve fortement. Mais bon, c'est un autre sujet. Et du coup, pour le moment, les 3 places descendantes sont Oviedo, Levante. Je pense que Levante vont faire un peu comme le FC Metz, hein, c'est un peu près le même profil, ils vont faire ascenseur. Oviedo, pareil. Valence ont peut-être une petite chance. Il y a du Gérone, il y a du Mallorca. Mallorca qui vient de remonter, je crois, en plus, si je dis pas de bêtises. Il y a la Real Sociedad, il y a le Vallecano, il y a Alaves, il y a Osasuna, il y a Séville. Ça se joue à un point quasiment entre toutes ces équipes-là, hein, à partir de la 9e place, même si 22, ça devrait aller. 21 aussi, 20 aussi, 19. On est à, allez, 19 face à 16. Tu vois, c'est là où c'est compliqué pour cette 18e place. Car la 18e place est jouable entre, on va dire, allez, de la 9e jusqu'à la 18e. Il n'y a pas un écart significatif, il n'y a que 6 points. Ça peut vite se remonter. Donc tout peut changer. Qui vois-tu descendre avec Levante et Oviedo? Entre Reron, Mallorca, Sociedad, Vallecano, Alaves, Osasuna, Séville. Mallorca, Tu vois Mallorca faire le retour? ils vont Moi, descendre, je je vais, pense. moi, je vais pas prendre le Mallorca. Je pense que ça va se jouer à très léger, mais je pense que ça sera Reron. J'espère me tromper, hein, mais je pense que ça sera Reron. Ou Alaves. Et pour les places qualificatives, ben c'est pas, il n'y a pas trop de suspense, hein, à part peut-être pour la Ligue Europa où ça peut changer. Et puis cette Conférence League qui va se jouer entre le Betis, le Celta, l'Athletic Bilbao, Elche, ça risque d'être un peu léger. Ça va jouer entre ces 3 clubs-là, hein, je pense, Real, Betis, Celta Vigo et Bilbao. Bilbao qui joue aussi une compétition européenne, on le rappelle, qui devrait aller peut-être au barrage, voire se faire éliminer. Donc avant en Ligue des Champions, ce qui va se passer. Puis après, peut-être une reconcentration qui va permettre, avec un dernier sprint final, d'aller chercher peut-être le Real, Betis. Je ne sais pas. Sinon, après, dans les leaders, on voit que Mbappé est le leader du championnat. Il va garder cette place de leader. Il sera meilleur buteur de Liga cette saison. Déjà 17 buts, suivi par Ferran Torres avec 11, suivi par le buteur de Mallorca, Muriqi, qui met 10 buts. En passe décisif, on voit Lamine Yamal qui est premier avec 7, égalité avec un Marcus Rashford, hein, tous les deux passeurs décisifs de ce club du Barça, avec Yamal qui a été d'ailleurs blessé, on le rappelle, dans cette saison.
Et Luis Milla, qui joue à Retafe, donc 7 buts, 7 passes décisives aussi. Pour les cartons jaunes, on s'en moque un petit peu. Et les rouges, hein, c'est un peu pareil. Beaucoup pour Oviedo apparemment. Donc voilà. Et on va regarder un petit peu si on a cette journée de Liga. On va regarder un peu deux trois matchs qui nous ont intéressés ce week-end. La Liga. Donc Real Sociedad Atlético Madrid. Pour avoir regardé le match, c'était pas fou. C'était un peu soporifique. 1-1. Match entre deux équipes importantes hein, de ce championnat. Le Real Sociedad qui ont beaucoup de mal, qui ne vont pas se qualifier pour les places européennes. Eux qui, on le rappelle, ont été là de deux dernières saisons. But de Sorloth, hein, le Norvégien, qui a ouvert le score pour l'Atlético Madrid, avant une égalisation de Gonzalo Guedes, un jeune joueur portugais qui est d'ailleurs passé par le Paris Saint-Germain, par Valence, par Villarreal, je crois aussi, si je ne dis pas de bêtises, après son départ du Paris Saint-Germain, et puis qui est actuellement buteur de la Real Sociedad. Donc un match nul logique. Un Atlético Madrid qui font un match sur deux, qui est pourtant le potentiel avec des Griezmann, avec des Alvarez, avec des Sorloth, d'aller chercher beaucoup mieux que ça. Ils sont à leur place logique, un troisième, quatrième. Villarreal, qui eux, on va le voir notamment après, ont eu un match du coup face à Elche et qu'ils ont remporté à l'extérieur 3-1, victoire logique. Le Celta qui ont battu Valence 4-1. Valence qui ne se réveille pas et qui ne font pas de meilleurs résultats vont descendre en seconde division. Vallecano Retafe qui se quitte sur un score qui n'arrange aucune des deux équipes, 1-1. Osasuna qui vont chercher un bon point chez eux face au l'Athletic Club Bilbao, qui fait un mauvais retour de saison, 1-1. L'Espagnol qui a failli surprendre le FC Barcelone, on va avoir une conclusion assez tardive des Barcelonais à la 86e par Dani Olmo et à la 90e par Lewandowski qui va clôturer ce match. Match pas comme on pouvait le voir. On voyait un Barça qui pouvait dominer, voire éclater l'Espagnol, et dans ce derby catalan, victoire logique, hein, mais victoire très tardive au forceps en tout cas par le Barça. Voilà un peu ce qu'on peut en parler. On va regarder ensuite les autres résultats avant de s'attarder sur le dernier match hein, du Real Madrid. Euh, donc voilà, on est sur la 18e journée. Séville qui ont perdu chez eux à domicile face à Levante qui sont quand même le 19e, qui prennent 3 points importants pour peut-être se sauver. Mais ça risque d'être compliqué, hein. Moi je pense que les Levante vont descendre. Séville qui sont en danger, il va falloir se réveiller un petit peu aussi. Majorque qui ont perdu dans ce bas de tableau un match important face à Vérone 2-1. Vérone que j'ai dit que je vois descendre aussi, hein, même si toi tu vois Majorque. Alaves Oviedo qui se quitte avec un 1-1 et un carton rouge de chaque côté. Et le Real Madrid qui gagne à domicile au Bernabéu pour un bon retour, sans Mbappé qui est un peu légèrement blessé. 5-1, belle victoire avec un triplé du jeune attaquant Gonzalo Garcia qu'on ne voit très peu, qu'on ne voit pas assez à mon goût avec le Real Madrid. Auteur d'un triplé, Raúl Asensio, lui qui est pourtant si critiqué en défense centrale, qui met un beau petit but, et Fran Garcia qui vient clôturer ce match avec le cinquième but madrilène. Le Real Betis qui sauve l'honneur et qui ne prennent pas une manita grâce à Cucho Hernandez. Victoire largement méritée, 19 tirs, 10 cadrés, 59% de possession, presque 60% de possession. Et un Real Madrid qui montre un visage beaucoup plus intéressant avec Kylian Mbappé, ce qui peut faire un peu débat, un peu polémique. On verra avec le retour de Kylian sur les prochaines semaines. Car qui veut dire retour de Kylian veut dire peut-être sortie de Gonzalo Garcia, auteur lui d'un triplé. Et moi je ne serais Gonzalo Garcia, je serais son agent. Je te dirais petit, t'es peut-être dans un grand club, t'es peut-être dans le club de tes rêves, mais ça risque d'être compliqué parce que t'as pas le don, t'as pas encore les sélections, t'as pas encore le statut. Va chercher quelque chose ailleurs. Fais ce que tu as à faire Il est ici. amoureux du Real. Il est amoureux du Real, mais est-ce que le Real est amoureux de lui? Et ça, c'est une bonne question, tu vois. Les supporters, ouais. Les supporters peut-être, mais la direction. Parce que je suis désolé, hein, même Xabi Alonso, tout ça, il voit les entraînements et tout. Quand tu vois qu'un Vinicius est presque pour moi en partance de départ et qu'il ne trouve pas son statut au Real, et que tu vois un Rodrigo Mora qui met une trentaine de matchs avant de marquer face à City, qui est, on va dire, sa pro favorite. Mbappé qui lui met ses petits buts, mais je l'ai toujours dit, hein, Mbappé va mettre ses 30-40 buts face à des petites équipes, mais il va falloir qu'il se réveille face aux grands matchs. Et là, ce soir, désolé, le Real Madrid a mieux joué sans Mbappé.
Toi qui es madrilène, je te laisse te donner ton avis sur ce match-là, sur le Real. Vas-y, fais-toi plaisir, parle du Real. C'est ton temps libre. C'est ton temps Isma, c'est ton temps Astro, fais-toi plaisir. Hmm, Parle de Vinicius, parle de Mbappé, parle du Real, parle de Xabi Alonso, parle de Pérez, parle de ce que tu veux, c'est ton moment Real Madrid. Allez, c'est parti. Déjà au Real Madrid, tu peux pas me mettre n'importe qui sur le banc. C'est triste, mais tu peux pas. Parce que tu restes le Real Madrid. Et t'as une image à tenir quand même. Mais n'est-ce pas là le problème? Ouais, bah ouais, mais bon. Parce qu'un Gonzalo Garcia, Après, Garcia mériterait-il pas la place de neuf à la place d'un Mbappé? non, après, si quelqu'un fait vraiment de la merde sur plusieurs mois, c'est sûr, il va aller sur le banc. Mais là, Mbappé, il est pas non plus. Oui, Non, pour moi, c'est pas Mbappé le problème, c'est ouais, mais est-ce que que. Mbappé devrait vraiment être le numéro 9? Pour moi, non. Non, Pour pour moi, il moi, devrait c'est être à que gauche. il peut pas avoir Mbappé et Vini sur le même terrain. Exactement. Pour moi, je pense que Vinicius doit partir, que Mbappé doit être à gauche, et Gonzalo Garcia dans l'axe. Et voir peut-être même si on a un départ de Guardiola cet été, peut-être cet été, voire l'été prochain, dans, on va dire à peu près 2 ans, pourquoi pas, l'arrivée d'un Erling Haaland, il vient chercher la place de Gonzalo Garcia, et on voit un Mbappé Haaland et peut-être un Mastantuono à droite ou quelqu'un d'autre, hein, ou un 4-4-2 peut-être au lieu d'un 4-3-3. Mais à l'heure actuelle, il y a un problème au Real Madrid, un problème de direction, un problème avec certains joueurs, un problème avec Xabi Alonso qui n'arrive pas à mettre sa patte sur cette équipe-là, que c'est peut-être une étape trop haute pour lui. Et malgré une victoire 5-1 et peut-être on va voir peut-être le Real Madrid se réveiller et faire une saison pharaonique et peut-être revenir gagner la Liga, peut-être aller en Ligue des Champions, éliminer des gros clubs, peut-être aller en demi, en finale, je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont gagner cet LDC, peut-être au forceps, peut-être qu'ils vont aller chercher une Super Coupe d'Espagne là notamment, qui va être un match important qui va arriver très prochainement. Ils ont un Classico aussi qui vont arriver. Donc ça sera des étapes importantes pour la suite. Mais moi, comme je l'ai dit, je vois le Barça conserver cette place de champion. En LDC, ça me paraît léger. Et je pense qu'il y a un problème dans le fond du club. Bah, fond du club, je pense pas, hein. Faut juste tenter un des deux, quoi. Ouais. C'est tout. Mais Mbappé vient d'être acheté, donc ils vont pas le jarter. Et Vinicius, ça Non, et risque d'être surtout que mauvais. là, c'est pas Mbappé le problème pour moi. Pour Tu moi, en mets toujours Mbappé, beaucoup dessus, mais pour moi, Mbappé, c'est un problème dans tous les clubs. Il va mettre ses buts, mais pour moi, il apporte des problèmes en termes de jeu. On va voir un peu une projection pour la prochaine journée, sur cette 19e journée de Liga. Bon, il manque quelques matchs qui n'ont pas été encore faits. Et ensuite, on va donc sur la semaine du 9 au 12 janvier, on va voir du Retafe Sociedad, on va voir du Osasuna Reron, du Séville Celta Vigo, avec des petits matchs comme ça, Valence Elche, Villarreal Alaves. Et on va voir une 20e journée, donc le Real Madrid, qui va affronter l'Eventé, donc sur son prochain match, hein, et puis on va voir le Barça qui eux vont recevoir la Real Sociedad, ouais, qui vont aller se déplacer pardon à la Real Sociedad, donc ça va être un match difficile. Real Sociedad qui ont accueilli l'Atlético Madrid qui ont fait match nul. Est-ce qu'ils peuvent aller plier des points au Barça? Ça va être un match important pour vous, car au même moment il faudra que vous battiez l'avant-dernier, et vous. Ça devrait être une victoire logique avec peut-être un retour de Mbappé qui met un bon, on doublé, les un a déjà triplé. battus, donc Donc oui, donc ça va aller largement. Mais avoir la Real Sociedad, du coup, qui peut perdre des points, parce que vous avez 4 points de retard face au Barça, est-ce que c'est le moment de peut-être mettre un match nul et et de vous aller chercher une victoire pour descendre à 2 points? Et ensuite, il y a un classique derrière à aller chercher peut-être dans quelques matchs. Ça va être difficile, mais c'est possible de voir. Et dites-moi dans les commentaires si vous voyez le Real gagner le championnat et revenir sur le Barça. C'est possible. Les dynamiques peuvent changer. Mais par contre, après, on a un Villarreal, Real Madrid aussi. Donc tu vois, là, les points que tu peux gagner, tu peux les perdre derrière. Le Barça, eux, vont jouer un. Ouais, le Barça vont avoir un Oviedo. Après, après, vous jouez pas mal de matchs. Là, vous jouez, par contre, vous jouez à l'extérieur. Et après, il y a la Ligue des Champions aussi au même moment. Après, le Barça ont un calendrier. Vous avez le Rayo Vallecano derrière, le Barça ont Elche. Le Barça reçoit Majorque. Vous allez affronter Valence qui vont chez eux, qui vont jouer leur place qualificative. Ça va être un championnat intéressant, on va voir sur les prochaines semaines. Après, un Real Madrid, Real Sociedad aussi. Alors que le Barça, eux, vont avoir une équipe un peu plus, voilà, un peu plus facile, hein. Rérone, même si ça peut perdre des points à ce moment-là, ça va être des matchs importants. Avec la LDC en même temps, avec les qualifs, ça va être important. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur cette Liga? que le Real va gagner la Liga. Non, je rigole. Pas cette année. Peut-être, peut-être, 4 points, Non, pas cette année. peut-être.
si Mbappé est si fort que ça et que il y a les joueurs arrêtent un Ouais, peu bon. leurs caprices. Si les joueurs, je te le dis concrètement, si les joueurs Tant arrêtent leurs qu'il y a Vini caprices, Mbappé, on ne gagnera pas. attends, si les joueurs arrêtent leurs caprices, que Vinicius se dit ouais, vas-y, je dis rien, je fais ma saison, machin, je suis un peu sur le banc, machin, je pars fin de saison et tout, peut-être à Vinicius qui dit United, rien sur le banc. peut-être qu'il part à United ou peut-être qu'il part à Chelsea, hein. On a vu une rumeur de lui partir à Chelsea pour une centaine de 158, je crois, millions d'euros. Donc peut-être Vinicius à Chelsea, avec des Joao Pedro, des Estevao, on va peut-être avoir une attaque brésilienne pimpante à Chelsea. Ça ferait rêver beaucoup de gens, hein, et pourquoi pas, Vinicius en blues. Les blues qui ont les moyens, on le rappelle, avec un très bon actionnaire qui a beaucoup d'argent. Mais Vinicius sous Luis, sous Rosenior, donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être un Vinicius en Arabie Saoudite, peut-être un Vinicius à United, peut-être un Vinicius à Chelsea. Et je vous coupe encore une fois dans ce live le 3-0 pour le Nigeria avec un très beau Lookman qui vient de transpercer la défense, qui met un centre. Et je crois que c'est un but contre son camp d'un joueur mozambiquais. Donc 3-0, à peine le retour de cette mi-temps à la 46e. Donc on s'envole peut-être vers un 5-0. Donc voilà, 3-0. La Nigeria qui a déjà les deux pieds en quart de finale et qui attend du coup le match de demain entre l'Algérie et le Congo pour connaître son prochain Et en adversaire. parlant de Vinicius, il vient de poster une souris. Avec un maillot de ses 150 matchs, avec un truc écrit pour encore plus. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que Pérez va continuer son amour pour lui? Je regarde le but. Et non, c'est Victor Osimhen qui vient toucher la passe de Lookman. Même si le Mozambiquais touche un petit peu le ballon. C'est le Mozambiquais qui le me pond, hein. Ils vont compter le but pour qui? On va regarder ça. Nigeria, Mozambique. Petite info aussi pour Robinho Vaz. Il est pisté par Aston Villa et Francfort. Ok. Je le verrais bien à Aston Villa sous un Emery. Ça serait mieux pour lui que. Et du coup, il le compte pour Osimhen, alors que c'est le Mozambiquais qui la pousse au fond pour moi, mais tant mieux, hein, il va doubler de Victor Osimhen du coup, même si pour moi c'est pas lui qui met le but. Et encore une fois, le réalisme nigeria qui est monstrueux, hein. 4 tirs cadrés, 3 buts. Efficacité incroyable de leur attaquant devant le but. Voilà. Et on va terminer du coup, les amis, par ce chapitre sur la première ligue avant de finir ce podcast que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, on le rappelle. Du coup, on va parler un peu de la première ligue et des résultats de ce week-end avec du coup des gros matchs qui nous ont haltés et des résultats qui n'ont pas été aussi impressionnants que ce qui était attendu. Du coup, on voit Manchester City qui, chez eux, ont un bon match nul, mais qui a largement dominé le match et qui ont mené 1-0 quasiment la totalité de ce match par leur but, par un milieu de terrain, Reijners, qui vient de l'AC Milan, le jeune Hollandais, qui du coup a marqué, ouvert le score. On a vu très peu de tirs cadrés. Et de l'autre côté, Chelsea qui a été très dangereux avec un Enzo Fernandez qui a été monstrueux, des gestes techniques pour ceux qui ont regardé le match, qui m'ont régalé. Beaucoup de ratés quand même du côté de Chelsea. Un Chelsea sans Enzo Maresca qui a su aller chercher un bon match nul, un bon point pour eux. Et c'est un bon résultat pour eux. Peut-être un peu moins pour City qui sont à domicile et qui laissent filer des points face à Arsenal pour cette place de vainqueur de championnat. Maintenant, 6 points d'écart. On va voir Liverpool qui sont toujours en difficulté, qui sont quand même quatrième, mais qui sont en train de largement laisser le championnat, hein. Maintenant, 14 points de retard sur Arsenal. On voit aussi notamment 8 points sur City et Villa. Ça commence à être très dangereux pour Liverpool, même pour les places de Ligue des Champions. Donc attention à Liverpool qui a encore pris un point de match nul difficile face à Fulham qui ont marqué le score, ouvert le score grâce à Wilson 1-0 avant un but de Florian Wirtz, enfin, qui commence à marquer son deuxième de la saison, je crois. Puis ensuite Gakpo qui vient, on va dire, donner l'avantage. Et dans les toutes dernières secondes du match, Reed pour Fulham qui vient égaliser et qui vient prendre un bon point chez eux à domicile. Donc Fulham qui vient de faire perdre 2 points importants à Liverpool dans la course au titre. Donc c'est un peu l'info-choc. Everton qui à domicile se font étrier par Brentford 4-2. On va regarder un peu vite fait avec un triplé de Igor Thiago, un petit jeune à surveiller. Du côté d'Everton, ça a été très compliqué, hein. Bravo à Brentford pour cette belle victoire. Newcastle qui bat Crystal Palace 2-0 chez eux,
avec un très bon Bruno Guimaraes qui a été homme du match avec auteur d'un but. Et je me pose la question s'il n'a même pas été peut-être passeur décisif à vérifier. Tottenham qui chez eux se sont fait surprendre dans un très bon match, un match serré face à Sunderland. Sunderland qui ont même dominé hein, la possession. C'était très serré. Donc Ben Davies qui a marqué avant que Sunderland revienne dans les dernières minutes du match grâce à un but égalisateur de Brian Brobby. On a du Leeds United, comme je l'ai dit précédemment, qui ont fait un bon point chez eux, match nul face à United, qui aura été le match décisif pour Ruben Amorim, qui a pété un câble dans cette conférence de presse après match. Et du coup, ce point du 1-1 qui n'a pas su contenter. Hein, Aronson qui a marqué avant un but très rapide, égalisateur de Mateus Cunha, qui fait une bonne saison quand même avec United, faut le dire. 1-1, qui est un peu l'homme de United en entendant le retour de Brian Mbeumo qui joue la CAN avec le Cameroun. Et du coup, dans ces derniers matchs, on va voir notamment un Brighton qui a battu Burnley 2-0. Hein. On peut voir aussi un Aston Villa qui confirme une très très bonne saison sous les hommes de Unai Emery qui, sur ces 2 dernières saisons, sont très dangereux. Hein. On a vu avec un quart de finale la saison dernière face au Paris Saint-Germain qui aurait pu tourner avec une place qualificative en demi-finale. Mais bon, l'histoire a fait que le Paris Saint-Germain ont remporté ce match, ont rejoint Arsenal en demi et ont été gagner une finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan 5-0, on le rappelle. Les Loups de Wolverhampton qui gagnent enfin un premier match cette saison face à West Ham à domicile 3-0, qui vont leur faire du bien peut-être dans une place pour essayer de se maintenir avec un 3-0 plutôt efficace. West Ham qui n'a pas été dangereux, un 0 tir cadré, donc une victoire logique là. Bah, pas logique sur l'affiche, mais logique sur les stats. Et on va regarder du coup le dernier match hein, qui nous intéressait, Bournemouth-Arsenal, si on l'a notamment ici. Donc Bournemouth hein, qui est dangereux ces dernières saisons. Il a failli faire douter Arsenal avec un but, le premier but de Evan Nilsson, hein, le Brésilien, qui est surveillé par pas mal de clubs qui méritent peut-être mieux hein, que Bournemouth, un très bon buteur. Avant d'avoir un retour de Gabriel qui vient égaliser, puis un Declan Rice qui est toujours aussi monstrueux, qui valide sa dangerosité au milieu de terrain qui prouve qu'il est l'un des meilleurs milieux actuellement. Hein. On rappelle ce danger qu'il nous avait montré au Real de Madrid la saison dernière avec les 2 buts magnifiques sur coup franc. Declan Rice qui est un des hommes forts du milieu de terrain et qui est un des meilleurs milieux de terrain à l'heure actuelle. Très très bon défensivement, très très bon en termes de buts. Doublé pour Declan Rice qui vient donner l'avantage et conforter le score à 3-1 avant un retour de Bournemouth avec Eli Junior Kroupi qui vient réduire le score 3-2. Victoire dans l'ensemble méritée hein, par les hommes de Arteta. Malgré 5 tirs cadrés, 3 buts, on peut quand même préciser ce réalisme. Et Bournemouth, pareil, 3 cadrés, 2 buts, donc un match où les gardiens n'ont pas eu grand-chose à faire et ont pas mal encaissé. Voilà une victoire d'Arsenal du coup qui leur fait du bien à l'extérieur face à Bournemouth, qui était un match piégeux et qui leur permet de conserver leur première place et de prendre un vrai avantage de 6 points sur City qui ont eux laissé perdre 2 points face à Chelsea. Aston Villa qui eux ont remporté ce match, qui reviennent à hauteur de City, qui mettent la pression pour cette deuxième place. 8 points eux aussi de Arsenal. Et Liverpool qui sont quatrième et commencent à avoir de la difficulté dans ce tableau. On va le voir aussi. Chelsea qui ont pris un bon point important face à City. Donc Chelsea qui ont pris un point face à City. À l'extérieur, les Tchad qui sont à 3 points de revenir dans les places de Ligue des Champions et de peut-être sortir Liverpool des places de Ligue des Champions. United qui ne sont pas très loin, Brentford qui sont pas très loin, Sunderland qui sont pas très loin, Newcastle qui sont pas très loin. Et ensuite, ça se joue à couteau serré à 28-27 points jusqu'à la 14e place. Donc cette première ligue qui nous promet d'être intéressant. Et si Liverpool continue comme ça, attention à pas laisser Chelsea, voire United, voire même peut-être une autre équipe surprise. Hein. Il y a du Brentford, il y a du Sunderland, il y a du Newcastle, il y a du Brighton qui peuvent potentiellement revenir. Donc attention à Liverpool et à Arne Slot pour cette fin de saison. On espère un retour de Wirtz qui va continuer à scorer. Et on en fera le point en fin de saison. Voilà un peu dans cette première ligue. Wolverhampton qui ont gagné 3 points précieux, hein, eux qui étaient ça à seulement 3 points. Cette victoire 3-0 face à West Ham, qui sont un de leurs adversaires pour la potentielle relégation. Donc 6 points. Ils sont encore à 8 points de West Ham, 6 points de Burnley. Hein, ces 3 équipes sont un peu en difficulté. West Ham qui du coup ont perdu un match très important pour eux face aux Loups, qui permet aux Loups de peut-être marquer 3 points et de peut-être essayer d'y croire encore, d'avoir une dernière chance dans cette première ligue, même si ça risque d'être compliqué, eux qui vont sûrement descendre en Championships.
Et Nottingham qui sont maintenant à 4 points avec qui ont eux aussi perdu mais qui sont à 4 points de West Ham. West Ham qui n'a pas su saisir sa chance avec une victoire aux Wolves qui aurait pu leur faire du bien et revenir à un point de Nottingham Forest qui ont fait un bon début de saison et qui sont en train de couler un petit peu avec une défaite chez eux à domicile face à Aston Villa, un deuxième, troisième actuellement du championnat à égalité de points avec City qui sont deuxième, du coup 42 points les deux équipes. Un Tottenham qui est dans le ventre mou, qui ne va pas connaître l'Europe à part une surprise, qui fait Palace pareil, Bournemouth c'est un peu compliqué, Leeds qui essaie de se battre pour se sauver, Bournemouth qui essaie de se battre pour se sauver avec leurs défense centrale qui sont partis, avec Zabarni qui a du mal à confirmer au Paris Saint-Germain et Dean Huijsen qui a du mal à confirmer avec le Real Madrid avec certaines blessures, même si c'est un peu moins inquiétant pour lui que pour Zabarni. Voilà un peu ce qu'on peut en dire à ce retour de Première Ligue. Voilà, est-ce que Astro, tu as un petit mot à dire? Moi, je vois bien Arsenal quand même gagner et conserver et enfin gagner ce titre après lequel il court depuis des années. Arteta tient sa Première Ligue en espérant pour eux qu'ils ne vont pas perdre des points dans cette fin de championnat. Arsenal devrait être champion, City devrait être qualifié pour la Ligue des Champions et perdre Guardiola en fin de saison et peut-être l'arrivée de Enzo Maresca pour la prochaine. Aston Villa avec Unai Emery, ça marche bien. Liverpool, ça, c'est en danger quand même. Malgré 5 derniers bons matchs où ils prennent des points avec 3 victoires et 2 nuls, ils ont quand même laissé filer 4 points lors des 2 dernières rencontres. Chelsea, qui ont fait 2 nuls, qui ont eux aussi perdu 4 points lors des dernières rencontres, et puis une défaite, on le rappelle notamment avant. Les 2 derniers matchs nuls de Chelsea ont été contre United et City, je crois, si je dis pas de bêtises, et leur défaite face à Aston Villa au tout dernier moment. C'est à vérifier, hein, notamment. Et puis voilà, hein, un peu pêle-mêle, les infos qu'on a sur cette première ligne. Est-ce que tu as des petites choses à dire? Non. À part que je vois Arsenal, hein. C'est pas, je pense que c'est pas un secret en vrai. Ah non, Ou City. la vraie question, c'est City, ça va être compliqué de revenir avec 6 points. Mais à voir. Cette première ligue, de toute façon, on sait qu'on va avoir plein de belles rencontres avec tous ces beaux clubs qu'on a. C'est le championnat le plus puissant, en tout cas, et le plus hypant jusqu'à la fin, parce que tout peut se jouer, hein. Parmi toutes les places, ça peut être les chaises musicales. Même si là, l'Arsenal commence vraiment à se détacher, hein, on voit qu'il n'y a que les 2 premiers, City et Aston Villa, qui peuvent vraiment revenir. On voit déjà un 14 points sur Liverpool et un 17 sur Chelsea, un 17 sur United. Donc à part City qui sont à 6 et Aston Villa à 6, ça va être très compliqué d'aller chercher Arsenal. Donc on a notre champion. On a notre champion parmi ces 3 équipes, entre Arsenal, City et Aston Villa. Je vois Aston Villa encore un peu trop jeune, malgré un bon Unai Emery, une bonne équipe et 2 bons résultats sur ces 2 dernières saisons. City avec Guardiola, on a vu un début de saison un peu compliqué. On voit Erling Haaland par contre qui va être le meilleur buteur, hein, de ce championnat, avec déjà 19 réalisations, qui c'est déjà énorme. Igor Thiago avec son triplé avec Brentford qui est deuxième avec 14 buts. Antoine Antonio, c'est Semenyo ou Antoine Semenyo, je ne sais même pas si c'est Antonio ou Antoine, hein, ça dépend parce que Google des fois nous fait des petits délires. 9 buts avec Bournemouth, qui devrait partir, hein, lui qui est actuellement avec le 15e de ce championnat. Il devrait, en plus, selon les rumeurs, soit rejoindre Chelsea, soit rejoindre City. Donc, ça ferait un bon coup avant cette fin de mercato hivernal. Puis, le troisième meilleur buteur de ce championnat rejoint soit Chelsea, soit City. On a vu aussi la rumeur Vinicius avec Chelsea. Donc, attention, si Chelsea vont dépasser Liverpool et vont chercher une des 4 places qualificatives qui commencent déjà à être difficiles, hein, parce qu'on voit déjà Arsenal, City et Villa être là. Et s'ils ne bougent pas ces 3 clubs-là, on n'a plus qu'une seule place pour la Ligue des Champions, qui va se jouer entre Liverpool, Chelsea et United. Ça risque d'être hypant jusqu'à cette fin de saison. Voilà les amis. Un petit mot de la fin avant de se laisser sur ce dernier podcast. À la Madrid, comme C'est à chaque fois, d'habitude. ça sera ton dernier mot, toi. C'est ton petit running gag. Et peut-être le quatrième du Nigeria. Non, ça joue très bien le Nigeria, ça joue très très bien. Bon les amis, voilà ce petit podcast qui aura encore duré, hein. J'essaye de faire le plus court possible les amis. Mais 1h38, hein, comme à l'habitude. Euh, on se retrouve pour ceux qui aiment les jeux vidéo tout de suite après, pour un petit peu de jeu. On se voit tous les jours en live pour des jeux vidéo. Les podcasts de football, c'est tous les lundis, 19h, entre 19h et 20h, à ne pas rater. Tous les débriefs du Paris Saint-Germain sur la chaîne YouTube. Les podcasts sont en rediffusion sur la playlist podcast sur la chaîne YouTube et sur le Just Chatting dans la catégorie sur Twitch. À venir voir en direct, à nous écouter, à parler, à échanger. Je lis vos commentaires si vous venez. N'hésitez pas.
tous les lundis 19 h. Et quand on a des semaines spéciales de Ligue des Champions, 2 fois dans la semaine, le lundi et le vendredi, pour cette transition après les matchs européens, avec bien sûr à débriefer la Ligue des Champions, la Conference League et l'Europa League, avant de parler du championnat. Donc à retrouver les semaines de Champions League les lundis et les vendredis. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié ce podcast. Merci Astro pour ton temps, merci à tous d'avoir regardé. Et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast, lundi prochain, en toute logique, pour continuer à débriefer cette canne, avec bien sûr les résultats et les premiers matchs à débriefer. On se retrouvera peut-être pour un deuxième podcast quand même avec cette compétition qui va nous hyper jusqu'au 18 janvier. Et là on voit le Nigeria qui va se qualifier. Demain on aura son adversaire entre l'Algérie et le Congo. On parlera de ça lors du prochain podcast à retrouver du coup sur la chaîne Twitch. Et voilà les amis, merci beaucoup pour ceux qui sont passés, pour ceux qui ont regardé, pour ceux qui ont écouté, pour ceux qui regarderont les rediffs et pour ceux qui regarderont ça sur YouTube. Bisous bisous et à bientôt.